As-tu déjà entendu ce dicton qui dit que, peu importe à quel point tu es bon dans quelque chose, il y aura toujours un gamin asiatique meilleur que toi? Eh bien, c'est toute la vie d'Oran. Il est connu comme un touche-à-tout, capable d'apprendre presque n'importe quelle compétence. Mais peu importe ses efforts, il y aura toujours quelqu'un de supérieur à lui. Il devait donc trouver un moyen de dépasser cette faiblesse. Un jour, alors qu'Oran travaillait à son bureau, le chef du groupe lui annonça soudain qu'il était exclu de l'équipe. Oliver expliqua à Oran qu'il avait ignoré depuis longtemps le déséquilibre de puissance au sein du groupe, simplement parce qu'ils étaient amis d'enfance et qu'il voulait rester à ses côtés. Mais à présent, il ne pouvait plus nier que garder Oran dans l'équipe ne ferait que la ralentir. Oliver essayait sincèrement d'être gentil et de lui annoncer la nouvelle en douceur. Mais les deux autres membres, eux, se montrèrent totalement odieux. Anneli et Derek traitèrent Oran de poids mort et affirmèrent que l'équipe se porterait bien mieux sans lui. Et même si Oliver n'aurait jamais dit cela à voix haute, il y avait une part de vérité dans leurs accusations. Il demanda donc à Oran de démissionner officiellement du groupe de héros. Oran eut le cœur brisé en repensant à la manière dont lui et Oliver avaient fondé cette équipe 8 ans plus tôt, gravissant rapidement les rangs jusqu'au niveau S ensemble. Ils avaient même été les premiers à atteindre le 94e étage du Grand Donjon du Sud. Il ne comprenait pas pourquoi Oliver l'abandonnait maintenant. Oliver précisa qu'il reconnaissait à quel point la présence d'un enchanteur comme Oran, capable d'utiliser la magie de soutien, avait été cruciale pour l'équipe. Cependant, le mois précédent, lors d'un raid conjoint, il avait observé comment un autre groupe de rang S combattait avec leur mage de soutien. Et pour être honnête, la magie de soutien d'Oran faisait pâle figure comparée à celle de cette fille. Oran ne pouvait même pas le nier, car il savait que c'était vrai. Sa magie de soutien avait toujours été moyenne, peu importe le temps qu'il passait à s'entraîner. Il expliqua que si ses sorts étaient si médiocres, c'était parce qu'à l'origine, il était destiné à devenir épéiste, mais qu'il avait dû se reconvertir dans la magie de soutien pour équilibrer l'équipe. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, Derek l'interrompit pour lui rappeler que la seule raison pour laquelle Oran avait dû changer de rôle était qu'Oliver était largement supérieur à lui à l'épée. Oran pouvait manier une épée et lancer des sorts de soutien, mais dans l'ensemble, son niveau restait moyen dans les deux domaines. Et aussi douloureux que cela soit pour Oliver, il annonça qu'il avait déjà trouvé un enchanteur de remplacement. L'aide d'Oran n'était donc plus nécessaire. Il savait déjà que les deux autres ne l'aimaient pas, mais si Oliver lui-même le mettait à la porte, alors il n'y avait vraiment plus aucune raison de rester dans ce groupe. Il se leva et se dirigea vers la porte. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Nelly déclara à quel point elle était soulagée de ne plus l'avoir dans les pattes à leur donner des ordres. Elle ajouta qu'il ne devait pas trop se dévaloriser, car ses compétences restaient suffisantes pour devenir aventurier de rang A. Mais un combattant inférieur comme lui n'était tout simplement plus à sa place dans une équipe de rang S. Entendre cela de sa bouche lui fit extrêmement mal. Il décida alors de partir seul, affronter le donjon du Sud, déterminé à prouver qu'il n'était pas inférieur. Ses talents à l'épée n'étaient peut-être pas les meilleurs, mais ils restaient largement suffisants pour affronter un groupe de gobelins en solitaire. Et puisqu'il pouvait aussi utiliser des sorts de soutien, il se renforçait constamment avec de la magie d'augmentation de force afin de rendre les combats un peu plus faciles. Trouver le bon timing était encore délicat, mais avec suffisamment d'entraînement, il parviendrait à lancer ses sorts sans effort en plein combat. Plus jamais personne ne le traiterait d'inutile. Une fois sa chasse aux gobelins terminée pour la journée, il se rendit au cristal de téléportation afin d'enregistrer sa carte, ce qui lui permettrait d'accéder directement au 7e étage la prochaine fois. Mais alors qu'il s'y trouvait, il remarqua un autre groupe accourir vers le cristal. Il s'éloigna aussitôt, préférant éviter tout contact avec des inconnus. Cependant, au moment de partir, il entendit les membres du groupe paniquer. Ils venaient d'être pris en embuscade par des orques et, dans leur fuite désespérée, l'un de leurs camarades avait été laissé derrière. Le chef tentait de se convaincre que l'abandonner était la bonne décision, affirmant que s'ils avaient essayé de se battre, ils seraient tous morts. Les autres lui demandèrent s'il ne devait pas retourner la sauver, mais le chef refusa, estimant qu'il n'était pas assez fort pour vaincre tous ces orques. Oran entendit toute la conversation. Même si cela ne le concernait pas, il ne supportait pas l'idée qu'une personne soit abandonnée par son propre groupe.
Il se tourna alors vers le chef et l'insulta violemment pour avoir laissé un membre de son équipe mourir. L'un des aventuriers, offensé, tenta de frapper Oran en criant qu'il n'avait pas eu le choix, qu'il n'était pas assez fort pour la sauver. Oran le projeta violemment au sol, le traita d'inutile, puis exigea de savoir où la fille avait été abandonnée. Pendant ce temps, ailleurs dans le donjon, la jeune femme en question était encerclée par les orques, qui se rapprochaient d'elle à une vitesse alarmante. Elle tenta d'ériger une barrière pour se protéger, mais il n'y avait toujours aucun endroit où fuir, et ce n'était plus qu'une question de temps avant que les orques ne la brisent. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsque les orques réussirent finalement à franchir la barrière, et son sort sembla scellé. Mais à la toute dernière seconde, un sort de vent fut lancé devant eux, les repoussant en arrière et gagnant juste assez de temps pour qu'Oran s'interpose devant la jeune fille afin de la protéger. La jeune femme était sous le choc. Elle ne s'attendait absolument pas à ce que quelqu'un vienne la sauver. Mais avant même qu'elle ait le temps d'adresser la parole à Oran, les orques lancèrent leur attaque et il s'élança aussitôt pour les intercepter. Sophia supposa qu'il devait être un épéiste, mais à sa grande surprise, elle le vit lancer de la magie de soutien sur lui-même en plein combat. Oran trancha alors l'un des orques en deux. Pour se faciliter la tâche, il enchanta ensuite son épée avec tranche en 5, afin d'en finir plus rapidement avec les autres. Il y avait bien plus d'orques qu'il ne l'avait imaginé, et il comprenait désormais pourquoi le groupe avait été forcé de battre en retraite. Il se dit même qu'il leur devrait peut-être des excuses plus tard, mais pour quelqu'un de son niveau, une situation pareille restait facile à gérer. Les orques restants se ruèrent tous sur lui en même temps. Oran commença alors à les abattre les uns après les autres, et Sophia observait la scène, stupéfaite. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Une fois le combat terminé, Oran se tourna vers la jeune fille et lui demanda si elle allait bien. Mais elle était tellement sous le choc qu'elle s'effondra au sol et se mit à sangloter sans retenue. Oran s'assura qu'elle n'était pas blessée et l'aida à sortir du donjon. Ensuite, il s'éloigna, mais elle l'appela et lui dit qu'elle aimerait le remercier convenablement de lui avoir sauvé la vie. Elle se présenta alors sous le nom de Sophia Claudel. Oran reconnut immédiatement le nom de la famille, et il remarqua également l'emblème brodé sur son manteau, dissipant le moindre doute sur son identité. Il se présenta à son tour, puis Sophia lui proposa de l'inviter à dîner ce soir-là pour le remercier. Oran tenta d'abord de refuser, mais Sophia insista tellement qu'il finit par céder et accepter. Un peu plus tard, elle le conduisit dans l'un de ses restaurants préférés. Ce n'était pas l'endroit le plus luxueux qui soit, mais elle adorait la cuisine, et elle était convaincue qu'Oran l'apprécierait lui aussi. Oran remarqua alors que l'enseigne à l'entrée portait le même emblème que celui sur le manteau de Sophia. Il devint évident qu'elle devait appartenir au Lapin d'Argent du ciel nocturne, l'une des plus grandes guildes du royaume. Ce clan était extrêmement puissant, et Oran commença à douter de son choix. S'impliquer avec Sophia risquait fort de compliquer les choses. Soudain, Sophia aperçut sa sœur assise à l'une des tables du restaurant. Elle s'approcha aussitôt pour lui demander ce qu'elle faisait ici. Selma lui expliqua qu'elle avait eu une réunion non loin de là et qu'elle avait décidé de venir dîner sur place. Mais très vite, elle changea de sujet et demanda à Sophia ce qu'elle faisait ici avec un homme, lui rappelant qu'elle était bien trop jeune pour avoir un petit ami. Cependant, en observant l'homme de plus près, Selma réalisa qu'il s'agissait d'Oran. À sa grande surprise, ils se connaissaient déjà. Sophia fut étonnée d'apprendre qu'Oran connaissait sa sœur, mais de son côté, il n'y avait aucune chance qu'il l'ait oubliée. Selma Claudel était la chef du groupe de rang S le plus puissant des Lapins d'Argent, et également l'enchanteresse la plus forte de tout le continent. C'était grâce à elle que les mages de soutien jouissaient d'un tel respect dans la formation des groupes, et par un étrange hasard, elle était aussi la fameuse enchanteresse que le groupe d'Oran avait prise comme référence pour justifier son exclusion. Oran savait déjà que Sophia appartenait au clan des Lapins d'Argent, mais il ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle soit directement liée à Selma. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir jamais offensé Selma, alors il ne comprenait pas pourquoi elle le regardait avec une telle hostilité. Selma s'approcha brusquement de lui et lui demanda s'il trouvait approprié de sortir avec sa petite sœur de 14 ans aussi tard dans la nuit. Oran comprit immédiatement son inquiétude et la rassura en lui expliquant qu'elle faisait fausse route et qu'il n'avait absolument aucun intérêt romantique envers sa sœur. Mais la manière dont il formula ces mots ne fit qu'aggraver la situation.
Selma crut qu'il insinuait que Sophia n'était tout simplement pas assez attirante à ses yeux, et sa colère monta d'un cran. Sophia supplia alors sa sœur d'arrêter de faire une scène devant l'homme qui lui avait sauvé la vie. En apprenant qu'Oran avait effectivement sauvé Sophia, Selma changea aussitôt d'attitude. Elle s'excusa sincèrement pour son impolitesse et le remercia chaleureusement pour son aide. Ils s'assirent tous les trois à la table, et ce fut la première fois qu'Oran et Selma eurent l'occasion de discuter calmement ainsi. Oran expliqua qu'ils s'étaient rencontrés lors du raid du mois précédent. Comme ils étaient tous deux des enchanteurs, ils avaient passé pas mal de temps ensemble, même si, dans les faits, Oran n'avait fait qu'assister Selma. Selma lui répondit qu'il avait été d'une aide précieuse, ce qui était tout à fait normal pour un membre du groupe du héros. Cependant, Oran lui révéla qu'il ne faisait plus partie de ce groupe. Selma resta bouche bée. Elle n'arrivait pas à imaginer pourquoi un groupe se débarrasserait de quelqu'un d'aussi utile que lui. Mais, ne laissant jamais passer une bonne occasion, elle lui demanda aussitôt s'il serait intéressé par un travail. Oran lui expliqua qu'il souhaitait voyager seul pendant un certain temps et qu'il ne pouvait donc pas rejoindre son clan. Selma répondit alors qu'elle n'avait pas besoin de l'engager à long terme. Elle cherchait simplement quelqu'un pour participer à une expédition pédagogique que son clan organiserait dès le lendemain. Elle lui assura qu'il serait très bien payé pour ses efforts. Tout ce qu'il aurait à faire serait de se concentrer sur l'entraînement des nouvelles recrues. Il prévoyait de passer environ 3 jours au 50e étage du donjon. Un groupe d'aventuriers de rang A dirigerait déjà l'expédition, mais Selma se sentirait beaucoup plus rassurée si Oran était présent pour les assister. Après tout, après avoir combattu à ses côtés lors du raid commun, elle avait pu constater à quel point Oran était réellement compétent en tant qu'enchanteur. Oran fut honoré d'entendre que Selma respectait ses talents d'enchanteur. Cependant, il venait tout juste d'être expulsé de son groupe parce qu'il était jugé inférieur à Selma dans ce domaine, et il ne voulait plus se limiter uniquement à la magie de soutien. Il déclina donc poliment son offre. Selma fut surprise, car elle ne s'attendait pas à ce qu'Oran la refuse, mais celui-ci expliqua qu'il avait ses raisons. Selma n'insista pas davantage, respectant sa décision. Cependant, Sophia commença à le supplier de reconsidérer son choix, lui avouant qu'elle se sentirait beaucoup plus en sécurité durant l'expédition s'il était présent. Oran ne voulait toujours pas revivre ces journées où il n'était qu'un simple enchanteur, mais voir Sophia le supplier ainsi l'ébranla. Il lui dit alors qu'il réfléchirait sérieusement avant de prendre une décision définitive. Selma fut satisfaite d'entendre qu'il envisageait au moins son offre. Mais Oran précisa clairement qu'il n'accepterait qu'à une seule condition. Il voulait pouvoir se battre avec son épée, car il refusait désormais d'être limité uniquement aux enchantements. Selma n'en crut pas ses oreilles. Elle n'avait jamais vu un enchanteur vouloir se reconvertir dans l'escrime, et honnêtement, elle doutait qu'Oran soit réellement doué au sabre. Cependant, elle se dit que si la situation devenait critique, il reviendrait sans doute naturellement à la magie de soutien. Elle lui expliqua donc que, s'il décidait de rejoindre l'expédition, il devrait se présenter tôt le lendemain matin au quartier général des Lapins d'Argent. Ils se séparèrent ensuite pour la nuit. Avant de rentrer chez lui, Oran fit un dernier arrêt dans une boutique d'armes. Il semblait très proche du propriétaire, ce qui expliquait pourquoi il était venu discuter avec lui. Le vieil homme lui prépara une tasse de thé et le remercia chaleureusement. Grâce aux recommandations d'Oran, les affaires prospéraient énormément ces derniers temps. Mais c'était justement de cela qu'Oran voulait lui parler. Il lui expliqua qu'il avait été expulsé du groupe du héros et que, désormais, même s'il recommandait la boutique, plus personne ne l'écouterait. Il s'excusa donc de ne plus pouvoir l'aider comme avant. Le vieil homme lui répondit qu'il n'avait absolument rien à se reprocher. Qu'Oran fasse partie du groupe du héros ou non, il restait la même personne. Il avait déjà fait énormément pour l'aider, et il lui en était profondément reconnaissant. Même s'il n'était plus officiellement un héros, Oran restait un héros dans son cœur. Le vieil homme lui conseilla alors de vivre désormais pour lui-même et d'aider. Vince Brar, le chef du clan, remercie ensuite le jeune homme d'être venu et admet avoir beaucoup entendu parler de lui, y compris de la partie la plus malheureuse de son histoire, son départ du groupe des héros. Quant à Oran, il ne s'attarde pas sur ce sujet et préfère en savoir davantage sur cette expédition d'entraînement. Selma lui rappelle alors que, dans 3 jours, ils se dirigeront vers le 51e étage du Grand Labyrinthe du Sud. Avant d'atteindre ce niveau, ils feront une halte au 21e étage le premier jour, au 36e le deuxième jour, et ainsi de suite. Au milieu de ces explications,
Un souvenir refait surface. Un moment antérieur où Selma avait informé le chef des Lapins d'Argent du départ d'Oran Dura du groupe des héros et de la façon dont elle considérait cela comme une perte terrible pour l'équipe, convaincue qu'il ne serait plus aussi fort sans Dura. Selma était du même avis, car l'enchanteur élevait le groupe à un tout autre niveau grâce à sa magie de soutien. Certes, les sorts d'Oran étaient moins puissants que la moyenne, mais sa vitesse d'enchantement était impressionnante, 4 fois plus rapide que la sienne. De plus, Selma l'avait vu utiliser des sorts originaux et avait remarqué sa grande capacité à analyser les situations, à anticiper les mouvements adverses et à fournir un soutien magique exactement au bon moment. Il possédait toutes les qualités requises pour être un excellent enchanteur, et son absence du groupe des héros se ferait cruellement sentir. Selma était convaincue que les Lapins d'Argent retrouveraient très bientôt leur place au sommet. En entendant parler de ce garçon lors de l'attaque conjointe, Vince avait eu du mal à croire qu'Oran Dura ait pu être ainsi écarté, mais sa subordonnée lui expliqua que les enchanteurs ne reçoivent généralement pas la reconnaissance qu'ils méritent. Elle-même, parce qu'elle est célèbre, se retrouve souvent surestimée, tandis que les véritables talents, comme Oran, sont traités comme s'ils ne valaient rien. De retour au présent, après avoir entendu tous les détails de l'expédition, Oran passe en revue le plan. Il y aura 10 groupes de recrues et 5 accompagnateurs, dont Selma et lui-même. Les groupes de débutants se relayeront pour affronter les monstres, et en cas de situation inhabituelle, ce seront les accompagnateurs qui devront intervenir. Oran demande alors pourquoi il n'y a que 5 accompagnateurs au lieu de davantage de groupes de haut rang, car il serait logique de réduire les risques de l'expédition, surtout avec un emploi du temps aussi serré, qui pourrait mettre les novices en danger. Selma lui répond qu'il souhaite réellement emmener les recrues jusqu'au 51e étage, mais qu'elles doivent aussi affronter certaines difficultés afin de réellement progresser au cours de cette mission. Oran sait bien que ce n'est pas la véritable raison, même s'il ignore qu'elle est la vraie, et de toute façon, personne ne la révélerait à un étranger comme lui. Quoi qu'il en soit, Oran propose son aide et reçoit les remerciements de Vince Brar. Selon ce dernier, la récompense de l'enchanteur sera de 2 pièces d'or immédiatement, et de 10 supplémentaires si la mission se conclut avec succès. Oran trouve cela formidable, tout en reconnaissant que la somme lui paraît excessive, puisqu'elle suffirait à couvrir une année entière de dépenses pour un citoyen ordinaire. Selma lui fait remarquer que c'est la valeur qu'ils accordent à ses compétences, et Oran promet alors de donner le meilleur de lui-même. Quelques heures plus tard, Oran Dura se rend à l'entrée du donjon où l'excursion doit avoir lieu. Les recrues y sont déjà rassemblées, se préparant au départ. Lorsque Selma et Sophia apparaissent tôt pour le saluer, il remarque que la tenue de la jeune fille est la même que précédemment, sans doute l'uniforme standard des débutants. Il ajoute qu'elle lui va très bien, ce qui fait rougir Sophia, qui le remercie timidement. Selma, incapable de supporter l'expression de sa sœur, lui fait alors remarquer avec sarcasme à quel point Oran s'est flatté une dame. Puisqu'il parle justement de savoir charmer les gens, Selma lui demande s'il a une petite amie. Il se gratte la tête et répond que non. Mais comme il y avait des femmes dans son ancienne équipe, il a sans doute appris à interagir avec le sexe opposé. Selma se souvient que le groupe des héros vivait autrefois tous ensemble dans le même manoir, tandis que Sophia demande où son ami loge actuellement. Il explique qu'il vit dans une auberge. Selma panique aussitôt, cherchant à comprendre pourquoi sa sœur voudrait savoir cela, car on pourrait croire qu'elle envisage de lui rendre visite. La pauvre Sophia s'empresse alors d'expliquer qu'elle était simplement curieuse, avant de changer de sujet. Selma demande ensuite pourquoi Oran se tient à l'écart des recrues, et il lui répond qu'en tant qu'étranger au groupe, il a préféré garder ses distances afin de rendre les débutants encore plus tendus. À ce propos, Selma lui demande de l'aider à calmer le groupe, tandis qu'elle envoie Sophia rejoindre son équipe. Peu après, Oran accompagne Selma lorsqu'elle s'approche d'un trio d'aventuriers chargés d'assurer l'escorte. La Lapine d'Argent fait l'éloge d'Oran Dura et leur assure qu'il sera un excellent compagnon. Et lorsque des paroles aussi élogieuses viennent d'un membre aussi important du groupe, tout le monde les croit sans hésiter. De son côté, Oran lui demande de ne pas placer d'attente aussi élevée sur lui, surtout devant les autres. Finalement, après qu'Oran s'est présenté comme attaquant, l'homme aux cheveux bleus se présente sous le nom d'Anthem, un défenseur. Bernard, l'autre homme, est également défenseur, tandis que Cathy occupe le rôle de soigneuse. Oran estime que le groupe est bien équilibré, mais il ne peut s'empêcher de penser que, s'il n'était pas venu, quelqu'un aurait dû assumer le rôle d'attaquant malgré lui. Cette pensée ne fait que renforcer ses soupçons quant à ce plan. Voyant les réactions du jeune homme, Selma se souvient une fois de plus de la conversation qu'elle avait eue avec son chef. Vince lui avait dit qu'il comprenait ce qu'elle ressentait après avoir perdu une carte maîtresse aussi puissante, mais il lui rappela qu'Oran était un enchanteur, tout comme elle,
Et, en pensant à l'équilibre du groupe, il ne pouvait pas rester dans la première escouade. Même si elle était d'accord, Selma déplorait que son clan n'ait pas progressé d'un seul pas depuis l'année dernière, ce qui la faisait douter que les Silver Rabbits puissent récupérer ce qu'ils avaient perdu. C'est exactement pour cette raison qu'elle avait invité Orandura à participer à l'expédition. Pourtant, il n'avait accepté de venir qu'à la condition d'être utilisé comme épéiste, et elle espérait simplement qu'il tiendrait réellement la ligne de front lorsque les combats deviendraient intenses. Enfin, après avoir fait ses adieux au groupe d'escorte, Selma emmène Oran à la rencontre des recrues pour les accueillir. Se plaçant devant elle et captant toute leur attention, la leader annonce qu'aujourd'hui, ils commenceront leur descente vers le 51e étage du grand labyrinthe du Sud. Elle comprend la nervosité du jeune homme, car il n'est pas facile d'atteindre un étage aussi profond d'un donjon si tôt dans sa carrière, mais elle leur demande de ne pas s'inquiéter, précisant qu'elle a apporté un compagnon puissant au cas où un imprévu surviendrait. Elle présente alors Orandura et révèle qu'il est déjà descendu au 94e étage, un endroit que même les figures centrales du royaume n'ont pas atteint, y compris Selma elle-même. Les nouveaux venus sont impressionnés, et un murmure se propage rapidement dans la foule à propos de cet exploit incroyable. Comme si cela ne suffisait pas, même si Oran demande à Selma de ne pas mettre autant de pression sur lui, elle affirme non seulement qu'il sera la référence principale pour tous à l'intérieur du donjon, mais souligne également qu'il a autrefois fait partie du groupe des héros, ce qui le transforme immédiatement en une sorte de célébrité aux yeux des recrues. Après le discours, Dura se plaint que la jeune fille l'ait placée sur un piédestal divin de haute attente, mais elle insiste pour dire que c'était la meilleure décision, car il est important de calmer les rookies. Dans l'esprit d'Oran, il ne veut obtenir le titre de héros que si c'est pour aider son grand-père dans la boutique, et il espère que ce cirque ne lui donnera pas mal à la tête. Quoi qu'il en soit, Selma demande aux garçons d'accompagner l'équipe 10, composée des recrues les plus prometteuses, qui, si elles apprennent à travailler ensemble, atteindront facilement les étages intermédiaires. Selma serre la main de son compagnon pour lui donner confiance, mais il n'est pas sûr de pouvoir faire entièrement confiance à quelqu'un venant de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, Oran se dirige vers le trio de recrues qui compose l'équipe 10, dans laquelle se trouve également Sophia. Il a d'abord l'impression qu'il manque quelqu'un, mais lorsqu'on lui confirme que tous les membres de l'équipe sont bien présents, il commence à réfléchir au danger que représente une formation avec un nombre aussi réduit de débutants. Le garçon du trio explique, avec une assurance débordante, que personne n'est capable de suivre leur rythme. Oran ne peut s'empêcher de se demander ce que ce gamin deviendra une fois adulte, s'il affiche déjà une telle arrogance à son âge. Il leur demande ensuite de se présenter. Le garçon annonce s'appeler Logan Hayward, un enchanteur qui, selon lui, dépassera un jour Selma. Puis Caroline Inglo se présente comme défenseuse. L'escorte remarque aussitôt que la jeune fille porte très peu d'équipement pour sa classe, mais elle explique qu'elle est une défenseuse qui n'utilise ni armure ni bouclier. Elle préfère esquiver plutôt que bloquer, incapable de supporter l'idée que ces monstres répugnants puissent la toucher. Elle affirme nourrir un désir intense de tous les exterminer. C'est précisément pour cette raison qu'elle a choisi la classe lui permettant de se rapprocher au maximum de ses ennemis. Oran lui fait remarquer qu'esquiver les attaques est bien plus difficile que se protéger derrière un bouclier, surtout pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté qu'elle. Il lui demande donc si quelqu'un, au sein du clan, s'est opposé à son choix. Logan répond que oui, mais que leur camarade a tout simplement ignoré les objections et poursuivi sa décision. Cette remarque déclenche une dispute entre les deux, et pour mettre fin à cette querelle inutile, Oran demande à la dernière membre du trio de se présenter. Sophia Claude décline alors son nom et se décrit comme une mage d'attaque en arrière-ligne. À peine a-t-elle terminé que Logan et Caroline recommencent à se chamailler, et Oran comprend que cette mission sera loin d'être simple. Cependant, à sa grande surprise, les enfants se taisent dès l'instant où ils pénètrent dans le labyrinthe. Caroline lui demande ce qu'un ancien membre du groupe des héros fait dans une expédition comme celle-ci, car elle pensait que leurs clans étaient rivaux. Comme Selma l'a déjà expliqué, Oran lui rappelle qu'il ne fait plus partie de cette équipe. Puisqu'il s'agit d'un groupe extrêmement prestigieux, la jeune fille insiste pour savoir pourquoi il l'a quitté, mais il refuse catégoriquement de répondre. Changeant de sujet, Caroline suppose que Sophia doit déjà connaître l'escorte,
puisque Selma avait annoncé qu'elle serait accompagnée de quelqu'un d'incroyable. Caroline exige une réponse de sa camarade afin de savoir s'il s'agit bien de cet homme incroyable dont elle parlait. Acculée, Sophia devient rouge comme ses cheveux, mais finit par avouer qu'Oran lui a sauvé la vie, qu'il est extrêmement fort et qu'il a fait partie du groupe des héros. Elle ajoute également que sa sœur lui avait dit de ne pas s'inquiéter, car Oran serait présent, même si lui-même ne se considère jamais comme un héros. Bien que la jeune fille le voie ainsi, l'enchanteur se demande si Selma ne l'a pas autant encensée uniquement pour rassurer la sœur. Soudain, deux loups qui observaient silencieusement la troupe décident de bondir sur les aventuriers, mais ils tombent aussitôt dans un piège magique qu'Oran avait disposé le long du chemin. Cela lui confirme qu'il a eu raison de préparer ces dispositifs sur leur itinéraire, en particulier pour faire face aux ennemis qui attaquent par derrière sans perdre trop de temps. Après tout, le temps est une ressource dont ils manquent cruellement, et s'ils doivent en gaspiller, autant que ce soit lors de combats plus difficiles. Un peu plus tard, lorsque l'équipe 10 atteint le 20e étage, Oran a suffisamment observé ses recrues en combat pour comprendre qu'il n'aura aucun problème pour le reste de l'expédition d'entraînement. Honnêtement, il pensait que Logan n'était qu'un gamin arrogant, mais il s'avère être un enchanteur réellement talentueux. S'il parvient à bien gérer les combats de longue durée, il sera sans aucun doute très utile au sein d'un groupe classé à l'avenir. Cependant, malgré son génie, il est très mauvais lorsqu'il s'agit de donner des ordres, une compétence pourtant essentielle pour sa classe, même s'il pourra bien sûr la développer avec le temps. Caroline est effectivement extrêmement rapide, comme on peut l'attendre d'une défenseuse axée sur l'esquive, mais elle présente deux problèmes majeurs. Le premier est qu'elle attaque de manière impulsive, sans réfléchir, et bien qu'elle doive réellement tenir la ligne de front du groupe, la façon dont elle s'expose est inquiétante. Le second est qu'elle n'utilise que 2 dagues comme arme, ce qui correspond parfaitement à son style, mais ne lui offre pas une puissance de feu suffisante. Enfin, Sophia n'est pas aussi impressionnante que les deux autres, mais elle est déjà plus forte qu'une recrue ordinaire. Elle s'est montrée un peu passive durant les combats et a échoué à certains moments en hésitant, mais cela changera une fois qu'elle se coordonnera mieux avec ses coéquipiers. De plus, Sophia ne présente aucune faiblesse particulièrement notable, ce qui laisse entrevoir de grandes attentes quant à son évolution future. Pendant ce temps, avec l'aide des 3 escortes, le groupe de Selma vint le boss du 20e étage. Elle demande ensuite aux nouveaux venus d'enregistrer cet étage sur leur carte de guilde afin que l'expédition prenne fin pour la journée. Profitant d'un peu de temps libre, l'enchanteresse s'approche d'Oran pour connaître son avis sur cette première journée. Il reconnaît que l'équipe 10 a beaucoup de potentiel, mais regrette qu'elle ne travaille pas encore très bien ensemble. Il avoue même qu'il s'inquiète particulièrement pour Caroline, bien que Selma insiste sur le fait que la jeune fille s'est beaucoup améliorée récemment. Cela fait réfléchir le garçon sur ce qu'elle devait être par le passé, si elle agit encore ainsi aujourd'hui. Le lendemain, Oran est choqué en lisant en première page d'un journal un article sur le nouvel enchanteur du groupe des héros, qui révèle publiquement qu'Oran a été expulsé de l'équipe, ce qui le remplit d'humiliation. Il écrase le journal entre ses mains. Il craint aussi qu'un rookie ait lu l'article et commence à le regarder différemment, ce qu'il ne souhaite absolument pas lorsqu'il quitte l'auberge pour se rendre au point de rendez-vous. Oran est alors abordé par une fille nommée Luna, qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Au sein du groupe des héros, même lorsque la situation d'Oran se détériorait, Luna avait toujours été bienveillante avec lui, comme à son habitude. Et lorsqu'il a été expulsé, elle n'était pas présente. Elle était occupée à aider sa famille, et si elle avait été là, les choses auraient probablement pris une autre tournure. Confronté à un nouvel enjeu compliqué lié à son ancien groupe, Oran réalise combien ce sujet l'a réellement accaparé ces derniers temps. Luna supplie pratiquement son ami de revenir dans l'équipe, mais lorsqu'il lui demande si les autres partagent le même sentiment, elle avoue qu'elle est la seule à demander le retour de l'enchanteur. Cependant, si Oran décide de revenir, elle fera tout pour convaincre les autres. Bien qu'il soit pris au dépourvu, Oran voit dans les yeux de Luna qu'elle est sincère, mais il déclare qu'il est déjà trop tard pour cela, surtout après avoir lu l'article. En entendant cela, Luna prend sa main et lui rappelle qu'ils avaient promis de finir le grand labyrinthe ensemble. Mais Oran durcit son expression, retire sa main et dit que cette promesse concernait les 3, lui, Luna et Oliver, et qu'Oliver a été celui qui l'a expulsé de l'équipe. Donc cette promesse ne sera jamais tenue. Sur ce, Oran s'éloigne, irrité,
admettant à lui-même qu'il aurait voulu que tous les trois restent ensemble pour toujours et qu'ils accomplissent ce qu'ils avaient promis. Mais il n'y a pas de raison de pleurer sur le passé. Oran n'a désormais plus aucun endroit où revenir. En chemin, Oran repense à la manière dont il a été banni du groupe du héros. C'est précisément ce que le journal mentionnait clairement aujourd'hui, ce qui signifie que toutes les nouvelles recrues doivent probablement être perdues quant à l'opinion qu'elles doivent désormais avoir de lui. D'autant plus que Selma l'avait énormément mis en avant en insistant sur le fait qu'il venait du groupe du héros, avant que la vérité ne s'abatte brutalement. Il arrive bientôt à l'entrée du donjon, où il trouve toutes les recrues réunies, prêtes à entrer. Cependant, l'atmosphère a complètement changé, signe évident que chaque personne présente a déjà lu le journal du jour. Les débutants discutent entre eux du fait qu'Oran ne fait plus partie du groupe du héros, tandis que Logan se dit que la situation aurait été très différente si Oran avait quitté le groupe de son plein gré. Mais le fait que le journal affirme clairement qu'il a été expulsé du groupe du héros parce qu'il était trop faible change totalement la donne. Oran essaie de saluer les recrues, mais reçoit des réactions mitigées. Il réalise alors qu'il n'est plus aussi bienvenu qu'il l'était encore la veille, tout ça à cause de stupides gros titres de journal. Puis, Selma arrive, accompagnée d'Ant, Burn et Cathy. Elle s'excuse immédiatement auprès d'Oran pour le malentendu, expliquant que c'est elle qui avait un peu trop insisté sur son passé dans le groupe du héros afin de rassurer les recrues. Oran lui répond aussitôt que ce n'est absolument pas de sa faute et qu'elle doit garder la tête haute, comme toujours, et mener le groupe dans le donjon pendant qu'il assurera le soutien. Ant, Burn et Cathy interviennent à leur tour, affirmant que peu importe le problème entre Oran et le groupe du héros. Le fait est qu'Oran fait partie des très rares personnes encore en vie dans ce monde à être descendu jusqu'au 94e étage et à être revenu pour en témoigner. Cela soulage quelque peu Oran du regard pesant posé sur lui. Il rejoint alors son propre groupe, où Sophia et Carol lui souhaitent un bonjour chaleureux et sincère. Logan, en revanche, semble plus hésitant et ne sait pas vraiment comment se comporter avec Oran. Oran décide de briser la glace lui-même et demande à son équipe s'ils ont vu le journal aujourd'hui. Sophia et Carol répondent qu'elles l'ont vu, mais que cela ne vaut pas la peine d'être lu puisqu'il est rempli de mensonges. Logan, cependant, explique qu'il ne lit pas Fox News, qu'il est donc habitué à entendre la vérité et demande directement à Oran si le journal disait vrai. Oran répond que, techniquement, le journal dit la vérité, puisqu'il a bien été banni du groupe, sous prétexte qu'il était trop faible selon les autres membres. Il s'excuse alors de ne pas leur en avoir parlé dès le début, affirmant qu'il n'est pas vraiment le héros que tout le monde attendait qu'il soit. Sophia n'y tient plus et réplique qu'il ne dit pas la vérité, affirmant qu'il est extrêmement fort, puisqu'elle l'a vu affronter seule une immense horde d'orques et les vaincre sans même transpirer. Oran la remercie de croire en lui, puis explique au reste du groupe que, même s'il ne fait plus partie de l'équipe du héros, il reste largement capable de les aider à atteindre sans difficulté le 51e étage, leur demandant de lui faire confiance. Les filles semblent rassurées par ces paroles, mais Logan, lui, paraît déçu, ayant l'impression d'avoir été trahi. Ils entrent bientôt dans le donjon. Ce jour-là, les recrues doivent progresser du 21e au 35e étage. Malgré cela, Oran n'est toujours pas censé leur donner d'ordre ou de conseils et doit se contenter d'observer, n'intervenant que si la situation devient vraiment dangereuse. Leur progression se déroule sans encombre, Carol s'occupant de tous les monstres du 24e étage grâce à ses 2 dagues et à son style de combat rapproché, rapide et précis. Pendant ce temps, Sophia parvient à gérer les monstres les plus imposants du 30e étage, surprenant même Oran, qui se demande s'il ne l'a pas légèrement sous-estimé. Ils atteignent ensuite le 31e étage, l'un des étages intermédiaires, ce qui signifie que les recrues pénètrent désormais en territoire inconnu et ont besoin des conseils et du soutien de leur guide. Cette fois-ci, Oran prend les devants et avance en tête du groupe, s'assurant qu'aucun danger inhabituel ne se cache dans les environs. Soudain, il ressent la présence d'un groupe de gobelins plus loin et ordonne à son équipe de se préparer au combat. Il remarque également qu'un orc isolé semble s'être aventuré dans la même zone, ce qui pourrait compliquer l'affrontement. Toutefois, sachant que son groupe de recrues est plutôt compétent, il ne s'inquiète pas de l'issue du combat. Il ordonne immédiatement à Carol d'attaquer les gobelins, tandis qu'il demande à Sophia de s'occuper de l'orc à l'aide de ses sorts de magie à longue portée.
Toutes deux suivent ses instructions. Carole se jette aussitôt dans la mêlée et engage le combat contre les gobelins, tandis que Sophia se prépare à affronter l'orque. Oran se tourne alors vers Logan et lui demande d'utiliser sa magie de soutien. Cependant, avant même qu'il n'ait le temps de finir sa phrase, Logan a déjà créé plusieurs cercles magiques et commence à lancer des sorts d'agilité sur Carole afin de lui donner un avantage face aux gobelins. Malgré tout, Logan n'est toujours pas totalement convaincu qu'une personne comme Oran devrait le guider. Il estime que ses conseils sont si évidents que n'importe qui à sa place aurait fait la même chose. Soudain, la situation se complique. La présence de l'orque déclenche le traumatisme de Sophia, qui panique face à lui et n'arrive plus à se préparer à attaquer. Cela pourrait tourner à la catastrophe pour tout le groupe, d'autant plus que Logan est entièrement concentré sur ses sorts de soutien pour Carole. Impuissant, il regarde Oran, se demandant quel genre de guide il est et pourquoi il n'aide pas Sophia, lorsqu'il remarque soudain Oran tracer un signe magique qui ralentit considérablement l'orque. Oran s'approche alors de Sophia et lui dit de prendre son temps et de viser juste, lui rappelant qu'elle est bien plus forte qu'un simple orque et qu'elle n'a aucune raison d'en avoir peur. Sophia prend une profonde inspiration, puis invoque une immense boule de feu qui pulvérise l'orque en 1000 morceaux. Toute l'équipe est sous le choc, y compris Oran, qui n'avait absolument aucune idée que Sophia pouvait utiliser des sorts de magie de niveau avancé. Carole revient aussitôt vers Sophia pour la serrer dans ses bras, tandis qu'Oran la félicite pour ce tir parfait. Peu après, ils atteignent le 35e étage, où ils tombent sur une tarentule de la mort. Logan perd immédiatement son sang-froid, convaincu qu'ils sont condamnés et qu'il leur est impossible de vaincre une telle créature. Pourtant, Sophia et Carole font entièrement confiance à Oran et restent en place, attendant ses ordres. Oran ordonne aussitôt à Logan d'utiliser agilité augmentée et force augmentée sur Carole, ainsi que magie augmentée sur Sophia. Logan se demande si Oran n'a pas perdu la tête, puisqu'il utilise exactement la même stratégie qu'auparavant, sans aucun changement. Malgré ses doutes, il exécute les ordres et lance les sorts demandés. Oran demande ensuite à Carole d'engager le combat au corps à corps et de s'assurer d'attirer toute l'attention du monstre sur elle. Carole acquiesce et se précipite immédiatement vers la tarentule. Logan tente de l'arrêter, mais Oran l'en empêche, expliquant que s'il avançait, ils se retrouveraient tous en grande difficulté et qu'il vaut mieux observer pour le moment. Puis Oran dit à Sophia de sauter sur le monstre et de lacérer son dos de part en part. Elle comprend immédiatement la mission, bondit sur la tête de la créature et fait glisser sa lame de l'avant vers l'arrière, déchirant sa carapace. Oran lui demande ensuite de garder l'attention du monstre sur elle, tout en restant extrêmement prudente, la tarentule étant venimeuse. Elle doit esquiver chaque attaque sans exception. L'araignée tente alors de transpercer Carole avec ses pattes acérées, mais celle-ci esquive les coups les uns après les autres, allant même jusqu'à en dévier certains, ce qui surprend profondément la créature. Oran dit à Logan qu'il doit continuer à maintenir ses sorts sur Carole, car sa vie dépend désormais entièrement de lui. Sur ces mots, il se tourne vers Sophia et lui demande d'immobiliser le monstre. Sophia comprend immédiatement la mission et utilise sa compétence flèche tranchante pour sectionner les pattes de la créature, la forçant à s'effondrer lourdement au sol. Carole commence à se réjouir, mais Oran lui ordonne de rester prudente, le combat n'étant pas encore terminé. Malheureusement, son avertissement arrive trop tard. La tarentule n'est pas morte et projette ses toiles, attrapant Carole et la tirant vers elle. Oran ordonne aussitôt à Logan de lancer force augmentée et vitesse augmentée sur Carole. Logan obéit sans discuter davantage, mais Carole panique et n'arrive pas à se libérer de la toile, suppliant Oran de l'aider. Oran demande alors à Sophia de préparer sa flèche de roche et lance un sort d'augmentation de tranchant sur les dagues de Carole, lui donnant l'impulsion nécessaire pour se libérer de l'emprise du monstre. Sophia enchaîne immédiatement avec sa flèche de roche, qui anéantit complètement la créature, la tuant sur le coup. Ainsi s'achève leur expédition de la journée. Oran félicite Logan pour son excellent usage des sorts de soutien, soulignant que sans eux, le groupe n'aurait jamais pu remporter les combats de la journée. Lorsqu'ils sortent enfin des cavernes, le soleil commence à se coucher. Selma félicite tous les recrues pour leur progrès, affirmant qu'ils ont accompli un travail remarquable jusqu'à présent et que la dernière étape de leur parcours aura lieu le lendemain. Elle leur conseille donc de bien se reposer et de manger correctement. Sur ces paroles, chacun prend sa route.
Oran est toutefois arrêté par Ant et Burn, qui l'invitent à déjeuner. Après un court instant de réflexion, il accepte l'offre. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un lui propose de l'inviter sur le chemin du retour vers la ville. De son côté, Logan interroge Sophia à propos de la fois où Orhan lui a sauvé la vie, lui demandant quel sort il avait utilisé exactement. Sophia essaie de se souvenir et répond qu'il avait d'abord lancé une rafale de vent, puis utilisé une magie pour renforcer son épée avant de découper chaque orc en morceaux. Logan réalise alors qu'il y a quelque chose de très particulier chez Orhan, puisqu'il a aussi remarqué, aujourd'hui, qu'il avait utilisé avec une facilité déconcertante un sort capable de réduire la vitesse de l'orc qui se dirigeait vers Sophia. Ce type de sort est connu sous le nom de malus de buff, et ils sont extrêmement difficiles à maîtriser. Même les mages les plus talentueux, comme Selma elle-même, peinent à lancer ne serait-ce qu'un seul malus en plusieurs jours, et encore, avec une préparation minutieuse. De plus, Orhan s'était comporté comme un lanceur de sorts parfait. Il savait exactement quel aspect de chaque sort utiliser lors d'un combat d'équipe. Il connaissait le moment précis où chaque amélioration allait se dissiper et lançait même des sorts préventifs pour anticiper les mouvements de l'ennemi. Tout cela fit réaliser à Logan qu'il s'était complètement trompé sur Orhan. Ce dernier n'était pas simplement compétent, c'était un véritable génie. De retour en ville, Orhan s'arrête dans une taverne avec Burn et Ant, qui lui disent de commander tout ce qu'il veut, puisque c'est eux qui paient. Ils commencent alors à l'interroger sur son véritable rôle. Autrefois, il était enchanteur dans le groupe des héros, mais désormais, il se présente comme un épéiste. Orhan leur répond qu'il a toujours été un épéiste, depuis le jour où il a vu son grand-père abattre une immense bête qui s'était aventurée dans leur village. À cet instant précis, il s'était juré que, quoi qu'il arrive, il deviendrait un épéiste. Ce rêve s'était d'ailleurs réalisé pendant un temps, puisqu'il occupait ce rôle au sein du groupe des héros. Cependant, à mesure qu'ils progressaient vers les étages inférieurs du donjon, leur rythme ralentissait, la puissance et la dangerosité des monstres augmentant considérablement. Parallèlement, Selma avait popularisé une stratégie d'équipe où toutes les décisions dépendaient de l'enchanteur, et le groupe avait décidé de l'adopter. Malheureusement, aucun membre de l'équipe n'avait l'affinité nécessaire pour devenir enchanteur. Le meilleur choix restait donc Orhan, et pour le bien du groupe, il abandonna sa place d'épéiste pour endosser ce rôle. Il repense alors avec amertume au fait que le groupe des héros n'a désormais aucune chance de franchir les prochains étages, mais il décide que cela ne vaut plus la peine d'y penser. Il explique ensuite aux deux garçons qu'il souhaite désormais devenir l'épéiste le plus polyvalent possible, capable d'affronter seul les étages inférieurs sans avoir besoin d'un groupe. Ce qu'il ignore, en revanche, c'est que dès le lendemain, le groupe des héros allait venir lui rendre visite, précisément dans les donjons qu'il comptait conquérir. Le lendemain matin, Orhan se dirige vers la grotte, pensant que ce sera le dernier jour où il mènera la jeune équipe. Il aperçoit Sophia et les autres qui l'attendent non loin de l'entrée. Ils le saluent tous chaleureusement et il peut déjà sentir que le groupe lui accorde bien plus de confiance aujourd'hui que la veille. Même Logan semble beaucoup plus réceptif et enclin à lui faire confiance. Carol prend alors la parole, affirmant que puisque c'est le dernier jour, Sophia voulait lui dire quelque chose. Elle commence à donner de légers coups de coude à Sophia pour l'encourager à s'exprimer, mais celle-ci paraît intimidée, bien trop timide pour avouer ce qu'elle ressent réellement. Il s'avère que, la veille au soir, pendant qu'elle prenait son bain, Sophia a confié à Carol qu'elle souhaitait qu'Orhan reste au sein du clan du Lapin de la Nuit et les aide à atteindre les sommets. Cependant, avant qu'elle ne trouve le courage de parler à cœur ouvert à Orhan, celui-ci est appelé par Selma. Il dit alors à Sophia qu'il lui parlera plus tard, puis s'éloigne. En marchant vers le reste des guides, il surprend une conversation entre plusieurs recrues, qui disent que le groupe des héros se rendra également dans les donjons aujourd'hui afin d'effectuer un essai avec leur nouvelle équipe, pour s'assurer que tout le monde fonctionne bien en synchronisation. Orhan se demande quel étage ils comptent tenter, et apprend rapidement qu'ils ne se rendront pas au niveau le plus profond, le 94e étage, mais qu'ils commenceront plutôt au 92e, afin de vérifier que leur nouvelle formation fonctionne correctement. Cette information le choque, car il ne pense pas que le groupe des héros devrait commencer au 92e étage, surtout avec un nouveau candidat à sa place. Il devrait plutôt passer par des étages inférieurs afin d'évaluer leur cohésion et leur travail d'équipe. Finalement, il décide que réfléchir au groupe des héros est une perte de temps et qu'il ferait mieux de se concentrer sur ce qu'il est venu accomplir.
De retour au 92e étage, Oliver, le chef du groupe, motive son équipe en affirmant qu'ils ne devraient rencontrer aucune difficulté à traverser ces donjons, tout en leur rappelant de rester sur leur garde. Il se tourne ensuite vers la nouvelle recrue du groupe, Philly, une enchantée aux cheveux verts. Il lui demande de montrer ce dont elle est capable, tandis que le mage idiot intervient en disant que Philly n'est pas un touche-à-tout-bon à rien comme Oran, et qu'il ne devrait donc rencontrer aucun problème. Oliver se tourne ensuite vers Luna, qui n'a pas prononcé un seul mot, dans une forme de défi silencieux, puisqu'elle n'a jamais voulu qu'Oran quitte le groupe. Mais Oliver est convaincu qu'après cette exploration du donjon, même Luna devra admettre que leur décision était la bonne et qu'Oran était le véritable problème. En réalité, Luna n'avait même pas été mise dans la confidence du plan qu'Oliver et les autres avaient élaboré pour évincer Oran du groupe. Elle ne l'a appris que le soir même où Oliver félicitait Philly pour avoir intégré l'équipe et organisait une petite fête de bienvenue en son honneur. Anne et Derek se moquaient alors d'Oran, affirmant que maintenant qu'ils avaient une véritable enchanteresse, et non un touche-à-tout inutile, ils allaient terminer le donjon et atteindre le 100e étage en un rien de temps. Anne alla même jusqu'à dire à Philly qu'apparemment, ils avaient une sacrée somme d'argent, mais qu'Oran était tellement prudent avec les dépenses qu'il ne se lâchait jamais vraiment, même pour leurs besoins personnels. Philly se sentit un peu mal à l'aise et demanda si les fonds du groupe n'étaient pas censés servir uniquement au groupe, et non à un usage personnel. Mais Anne balaya ses inquiétudes d'un geste de la main, affirmant qu'ils avaient énormément d'argent, et qu'à quoi bon en avoir si l'on ne savait même pas le dépenser. Oliver intervint alors pour mettre fin à la discussion, déclarant qu'ils avaient suffisamment parlé d'Oran et qu'il était désormais hors sujet, puisqu'il n'avait plus aucune importance pour eux. Au moment même où ils levaient leurs verres pour célébrer l'arrivée de Philly dans l'équipe, Luna entra dans la pièce, essoufflée, et dit à Oliver qu'elle devait absolument lui parler. Elle remarqua soudain Philly, qu'elle ne connaissait pas encore, et demanda à Oliver s'il pouvait discuter en privé. Mais Oliver lui répondit qu'il pouvait, et devait, parler ici, devant tout le monde. Luna n'eut donc pas le choix, et leur annonça qu'elle venait d'apprendre qu'Oran allait participer à un raid avec les lapins d'argent nocturnes, et demanda comment cela pouvait être possible. Derek et Anne affichèrent des expressions perplexes, Anne demandant comment il avait pu rejoindre les lapins d'argent nocturnes en seulement 3 jours, alors qu'il n'avait cessé de lui répéter à quel point il était faible. Derek affirma qu'Oran devait encore se balader avec son badge de rang S, qu'il devait d'ailleurs à leur groupe et que c'était sûrement ainsi qu'il avait obtenu ce poste. Luna, totalement perdue, leur demanda alors ce qu'il racontait exactement. Quand Oliver lui demande de se calmer et d'écouter, Anne s'immisce brusquement dans la conversation et annonce à Luna que l'inutile touche-à-tout, Oran, a quitté le groupe il y a 3 jours. La nouvelle choque profondément Luna, qui se demande à voix haute si Oran a finalement renoncé à eux. Mais Derek, le géant stupide, ouvre alors sa grande bouche et lui répond que c'est l'inverse. Oran n'a pas quitté le groupe de lui-même. C'est eux qui l'ont expulsé de force parce qu'il était un perdant. Sous le choc, Luna se tourne vers Oliver et lui demande si c'est vrai. Oliver répond calmement que ce qu'ils disent est exact, puis tente de lui présenter Philly, la nouvelle recrue. Mais Luna l'interrompt aussitôt, affirmant qu'elle avait clairement dit qu'elle s'opposerait à quiconque prendrait la place d'Oran, ce qui agace Derek, qui lui hurle de se taire pendant que la nouvelle membre essaie de la saluer. Oliver parvient à calmer Derek et tente ensuite de raisonner Luna, affirmant qu'Oran n'était plus à la hauteur pour leur groupe et qu'il ne ferait désormais que les ralentir. Luna réplique qu'elle n'est absolument pas d'accord, qu'Oran est le pilier du groupe et la principale raison pour laquelle ils sont allés aussi loin jusqu'à présent, et qu'il est impossible qu'ils progressent davantage sans lui. Anne intervient alors en disant que Luna est la seule à croire qu'Oran avait quelque chose de spécial, et que de toute façon, il est trop tard. La décision a déjà été prise et Oran a été exclu. Oliver déclare alors qu'ils doivent se concentrer sur leur plan immédiat et explique que, puisque c'est la première fois qu'ils vont tous travailler avec Philly, ils commenceront par le 92e étage avant de progresser lentement jusqu'au 94e. Mais Luna rejette catégoriquement ce plan, affirmant qu'elle n'a aucune envie de mourir, contrairement aux autres. Derek éclate de rire et demande comment il pourrait avoir une pulsion suicidaire alors qu'ils commencent au 92e étage, puisqu'ils ont déjà réussi à atteindre le 94e auparavant. Luna répond que, même si Philly est une enchanteresse très talentueuse,
Ils devraient reprendre depuis des étages inférieurs afin de travailler ensemble correctement, avant d'envisager de remonter vers les niveaux. Derek affirme une nouvelle fois, avec son épaisse tête, qu'ils ont déjà nettoyé le 93e étage. Alors pourquoi devraient-ils recommencer plus bas? Luna réplique qu'ils doivent être complètement fous pour penser ça, puisque le 92e étage abrite le dragon noir, et qu'ils ont à peine réussi à le dépasser la dernière fois qu'ils l'ont affronté. Anne éclate de rire et répond que c'était à l'époque où ils avaient un enchanteur minable dans l'équipe, et que combattre le dragon cette fois-ci devrait être un jeu d'enfant. Oliver affirme qu'ils veulent simplement voir comment ils fonctionnent ensemble, rien de plus, et qu'ils n'ont donc pas réellement besoin d'affronter le dragon noir. Luna tente encore d'argumenter, disant que même dans ce cas, ils devraient commencer bien plus bas, mais Oliver l'interrompt sèchement en déclarant que la décision a déjà été prise et qu'elle ne peut plus être changée. De retour à la réalité, le groupe du héros se retrouve face au mammouth du 92e étage, un monstre qu'ils avaient vaincu assez facilement la dernière fois, mais qui, cette fois, leur pose visiblement problème. Oliver fonce sur le mammouth et tente de le frapper de son épée, mais la créature parvient à bloquer l'attaque, repoussant Oliver derrière une couverture, tandis que Derek se prépare à une éventuelle contre-attaque. Une fois à l'abri, l'amélioration d'Oliver s'estompe, et il réalise qu'à chaque fois que les bonus disparaissent, son corps a l'impression d'être écrasé par un poids énorme. Il se tourne vers Philly et lui demande pourquoi leurs améliorations se dissipent aussi rapidement. Philly lui répond qu'elle n'a pas encore compris comment ils se battent tous ensemble, mais que cela devrait s'améliorer avec le temps. Cette réponse surprend légèrement Oliver, qui se souvient qu'Oran avait réussi à comprendre tout leur fonctionnement en seulement quelques heures lors de leur toute première journée ensemble dans le donjon. Soudain, le mammouth lance une décharge d'énergie en direction de Derek. Celui-ci tente de la bloquer, mais glisse, et le rayon est dévié vers Anne, qui hurle sur Derek en le traitant d'idiot. Oliver ordonne à Philly d'augmenter une nouvelle fois les dégâts magiques d'Anne, et elle obéit. Mais même cette fois-ci, lorsque Anne lance son explosion de feu sur le mammouth, cela ne lui laisse pas la moindre égratignure. En représailles, le mammouth utilise à nouveau son rayon de puissance et manque de peu de toucher Anne, qui parvient de justesse à se mettre à couvert derrière un rocher. Oliver reste abasourdi, car la magie de Philly est censée être bien plus puissante que celle d'Oran, et pourtant ils se font malmener par ce monstre, contre lequel ils n'avaient eu aucun mal la dernière fois. Un autre rayon d'énergie fonce droit sur lui et le ramène brutalement à la réalité. Il l'évite de justesse, tandis que le suivant est bloqué par Derek. Oliver ordonne à Anne de prendre le monstre à revers, mais elle n'a aucune chance. La créature l'arrête net et contre-attaque, la forçant à battre en retraite jusqu'à leur position. Oliver se tourne aussitôt vers Philly et lui dit de surveiller les attaques du monstre et de les prévenir. Philly répond qu'il lui est impossible de faire cela tout en s'occupant de tout le reste, mais Oliver réplique que c'est précisément le rôle d'un enchanteur de garder un œil sur le déroulement du combat. Anne intervient alors, affirmant que Philly est complètement inutile et qu'il n'aurait jamais dû l'intégrer à l'équipe. Oliver réalise que personne ne semble aussi fort qu'avant et qu'il est même incapable de libérer toute la puissance de son épée. En théorie, la magie de Philly devrait leur conférer un énorme bonus de puissance. Alors qu'est-ce qui ne va pas exactement? Avant même qu'ils puissent décider de la suite à donner, le dragon noir émerge des profondeurs du donjon et commence à voler en leur direction. Luna se met à transpirer de peur et hurle qu'ils doivent quitter cet endroit immédiatement. Le dragon se pose lourdement au sol, écrasant le mammouth sous son corps sans le moindre effort. Oliver est sous le choc. Il se demande pourquoi le dragon noir est sorti de son repère, car cela ne devrait pas arriver. Mais malgré tout, il refuse de battre en retraite, affirmant qu'ils l'ont déjà vaincu une fois et qu'ils peuvent le refaire. Derek se met aussitôt en position pour bloquer son attaque de boule de feu, mais à sa grande surprise, il est loin d'être assez fort et se fait violemment projeter en arrière. Anne tente à son tour de lancer une boule de feu, mais même en se cachant derrière un rocher, elle est violemment touchée par l'attaque et s'effondre, perdant connaissance sur le champ. Luna dit immédiatement à Oliver qu'ils doivent fuir, mais celui-ci se contente d'ordonner à Philly de le renforcer. Puis il concentre l'attaque de Strange pour la lancer en même temps que la boule de feu du dragon. Il parvient à peine à tenir le choc avant d'être balayé par l'onde de choc. Il tombe à genoux, confus et étourdi, ne sachant plus quoi faire, mais Luna le relève rapidement
et lui dit qu'ils doivent utiliser un cristal de téléportation d'urgence, sinon ils mourront ici. Philly affirme cependant que la téléportation d'urgence les enverra directement dans une salle de boss de rang inférieur, ce qui les obligera à combattre à nouveau, mais Luna répond qu'ils n'ont tout simplement pas d'autre choix. Oliver acquiesce, rassemble le reste de son équipe et ouvre le portail pour s'échapper. Mais avant même qu'ils puissent le franchir, le dragon plonge et les repousse violemment. À leur plus grande horreur, il pénètre à son tour dans le portail avant de disparaître. Derek pense d'abord que c'est peut-être une bonne chose, mais Luna leur dit que c'est au contraire la pire chose qui pouvait arriver, et que désormais un groupe d'aventuriers de bas rang risque de mourir sous les griffes du dragon. Elle affirme qu'ils doivent retourner immédiatement à la guilde et leur demander de forcer la téléportation de tous les aventuriers encore présents dans le donjon. Oliver accepte, et ils se mettent à courir vers la sortie. C'est alors que Luna leur révèle la véritable raison pour laquelle ils se sentaient si faibles. Oran avait développé des sorts originaux capables de multiplier la puissance de toutes ses attaques magiques par 50. Philly est sous le choc, car même Selma ne pouvait atteindre qu'un multiplicateur de 10, mais Luna leur assure que c'est la vérité, et que c'est précisément pour cela qu'ils avaient l'impression d'être surpuissants. En réalité, ils ne sont forts que lorsqu'Oran est à leur côté. Sans lui, ils ne sont rien de plus qu'un groupe d'aventuriers médiocres. Oliver, cependant, refuse d'y croire. Il jure de tuer le dragon sans l'aide d'Oran, tandis qu'ils courent tous vers le bâtiment de la guilde, priant pour que le dragon n'ait pas encore... Tôt le lendemain matin, c'était le dernier jour de l'expédition. Debout devant ses élèves, Oran expliqua que l'objectif était de progresser du 36e au 50e étage du labyrinthe. Ensuite, une fois le 51e étage atteint, ils devraient utiliser les cristaux de téléportation pour rentrer. En observant le ciel couvert, l'instructeur ressentit une étrange sensation dans l'air, comme si quelque chose n'allait pas. Et précisément le jour où l'événement touchait à sa fin. Peut-être était-ce la façon étrange dont Logan le fixait, mais s'il devait deviner, Oran dirait que le problème venait du grand labyrinthe du Sud. Caroline, toujours aussi enthousiaste, demanda quel type de monstre ils allaient rencontrer aujourd'hui, car elle avait hâte de tous les abattre. Poussant un profond soupir, le tuteur lui demanda une fois de plus de ne pas foncer en avant comme une folle, puisqu'elle était une défenseuse. Caroline répliqua qu'elle devait donner tout ce qu'elle avait en première ligne afin d'alléger la charge du reste du groupe, et que c'était précisément pour cela qu'elle avait choisi cette voie. Mais Oran précisa clairement qu'il existait une limite à ce qu'une seule personne pouvait accomplir au combat, et qu'il était important qu'elle commence à se considérer comme une partie de l'équipe, pas comme un élément indépendant agissant à sa guise. Caroline trouva le professeur agaçant, et Logan la réprimanda aussitôt, soulignant qu'Oran ne faisait que se montrer bienveillant et lui donnait un conseil essentiel, rappelant que même le célèbre Albert Sensible disait que le travail d'équipe était primordial. Oran demanda alors si le garçon parlait bien de cet Albert Sensible, et ce nom attira immédiatement l'attention de Selma Claude. Oran expliqua qu'Albert Sensible avait été un véritable as de la brigade des lapins d'argent du ciel nocturne, mais qu'il était malheureusement mort en affrontant le dragon noir au 92e étage. Caroline ajouta, en baissant la tête, qu'Albert Sensible avait été tué en protégeant un coéquipier qui aurait dû le protéger, puisqu'il était le défenseur. Selon elle, l'enchanteur savait que s'il mourait, tous les sourires disparaîtraient et qu'il ne resterait plus rien. C'était pour cette raison qu'il fallait garder les personnes que l'on protégeait à distance de soi. Comprenant que le comportement de Caroline était profondément lié à cette histoire, Oran choisit de ne pas intervenir pour le moment, car il s'agissait manifestement de quelque chose de très enraciné en elle. Il se contenta de sourire et déclara que tout le monde comptait sur leur défenseuse pour la mission d'aujourd'hui. Elle lui rendit son sourire et accepta cette responsabilité. Sophia demanda si l'instructeur avait également quelque chose à lui dire pour l'aider à progresser, tandis que Logan, jaloux, supplia le chef de lui montrer comment devenir plus fort, plus tard, au 36e étage du grand labyrinthe du Sud. Pendant que les enfants s'échauffaient pour ce qui les attendait, Selma Claudel s'approcha d'Oran pour lui faire remarquer que les garçons semblaient s'être pris d'affection pour lui. De son côté, Oran s'était inquiété de la façon dont il le percevait après l'histoire parue dans le journal, mais au final, il semblait qu'il l'avait accepté. Selma fit observer que Caroline et Logan avaient ce genre de talent qui causait des problèmes, mais qu'ils auraient un avenir brillant, et changea de sujet.
Elle avait entendu parler de leur conversation sur Albert Sensible et expliqua que sa perte avait été un grand revers pour l'équipe à l'époque, et que c'était exactement pour cette raison que le groupe de héros avait réussi à prendre l'avantage et à conquérir le grand labyrinthe. Oran répondit qu'affronter le dragon noir avait également été très difficile pour eux et qu'ils auraient facilement pu perdre quelqu'un, tout comme l'équipe de Selma Claudel l'avait fait. Selon elle, Albert Sensible avait été quelqu'un sur qui ils pouvaient toujours compter, laissant un vide immense dans le cœur de chacun. Souriant, Oran dit qu'il espérait qu'il trouverait un remplaçant tout aussi compétent, et Selma plaisanta en disant qu'il faisait semblant d'être ignorant, puis lui demanda son avis. Oran expliqua qu'un groupe n'avait pas besoin de 2 enchanteurs, surtout si l'un d'eux était le meilleur du continent. Puisqu'Oran avait décidé de devenir épéiste, Selma espérait qu'il gérerait bien les choses, et il choisit de le faire. Ensuite, au 40e étage, Selma rassembla les recrues pour les diviser en équipes avant d'affronter le boss de l'étage. Cependant, l'équipe 10 se retrouva seule pour cette mission, ce qui inquiéta Caroline et la fit se sentir isolée, tandis que Logan pensa que cela montrait à quel point les supérieurs leur faisaient confiance. Oran expliqua qu'il existait plusieurs chemins différents à travers le labyrinthe et que les enfants devaient apprendre à se séparer pour trouver le boss de l'étage. Même si Caroline n'aimait pas l'idée de se séparer dans un endroit pareil, Oran insista sur le fait que c'était exactement pour cette raison qu'il était important de recueillir d'abord des informations. Les aventuriers parcouraient l'étage plusieurs fois pour le cartographier, trouver le bon chemin et partager ces informations avec les autres, ce qui expliquait pourquoi les clans plus importants avaient un avantage. Caroline déclara alors qu'il était temps que le professeur partage ce qu'il savait avec les recrues, puisqu'il avait exploré ce labyrinthe plus profondément que quiconque. Logan trouva que c'était une excellente idée pour en apprendre davantage sur les créatures qui les attendaient dans les zones les plus dangereuses, et l'instructeur expliqua que les étages inférieurs commençaient au 76e et ressemblaient à une montagne recouverte de neige. Il tenta de détailler davantage ce qui se passait là-bas, mais les enfants étaient tellement excités qu'ils n'arrêtaient pas de l'interrompre avec de nouvelles questions, jusqu'à ce qu'Oran perde complètement patience. Pendant ce temps, Luna se précipita à la guilde des aventuriers et exigea avec urgence de voir le maître de guilde, car il fallait téléporter immédiatement tout le monde hors du grand labyrinthe du sud. À l'intérieur du donjon, les instincts des enfants leur indiquaient que quelque chose n'allait pas. Ils marchaient depuis longtemps sans rencontrer un seul monstre. Logan demanda à l'instructeur si c'était normal que cet étage soit ainsi, et il répondit que non. Au fond de lui, il ressentait la même sensation qu'avant d'entrer dans cette caverne, comme si les monstres avaient peur de quelque chose. Au milieu de tout cela, Caroline ne pouvait plus attendre pour se battre, et finalement, un monstre apparut devant eux. Comme prévu, la jeune fille se précipita droit vers lui. La créature leva sa massue pour l'attaquer dès qu'elle s'approcha, mais avant que cela ne se produise, Oran lança un sort de réduction d'agilité sur le monstre afin de s'assurer que son élève ne soit pas blessé. Le chemin étant dégagé, Caroline porta 2 frappes rapides qui éliminèrent la créature. Puis elle se mit à célébrer, tandis que Logan commenta avec inquiétude que les gobelins d'Azeroth étaient extrêmement rapides et puissants, et que si Oran n'avait pas lancé le malus, les choses auraient pu se passer autrement. Caroline ne voulait pas de leçon de morale, car elle avait gagné. Mais Oran insista. Le défenseur est le cœur du groupe, et si elle venait à être en danger, Logan et Sophia feraient tout pour sauver leurs camarades, ce qui les mettrait eux-mêmes en péril. C'était exactement ce que Caroline voulait éviter, car elle voyait à quel point tout le monde s'inquiétait sincèrement et était déçu. Elle s'excusa, tandis qu'Oran expliqua que les défenseurs de type esquive pouvaient utiliser une technique appelée défense active, et puisque la jeune fille n'arrivait pas à se concentrer sur la protection, il allait lui enseigner cette méthode. C'est une technique qui consiste à attirer les attaques ennemies. Par exemple, tout être vivant se prépare physiquement avant d'attaquer, comme lorsqu'on fait un pas en avant de lancer un coup de poing. Si Caroline coupe la jambe de l'attaquant à ce moment précis, il ne pourra pas effectuer le pas nécessaire pour porter son attaque. Ainsi, si elle parvient à lire les mouvements de l'ennemi et à frapper exactement le point qu'il utilise pour s'engager dans son attaque, la défenseuse peut empêcher que le groupe subisse des dégâts. Excitée, Caroline était sûre que ce serait son atout maître pour toujours agir en première ligne. Pourtant, Oran lui rappelle que le but n'est pas de vaincre les ennemis, précisant que son rôle consiste à attirer leur attention et à stopper leurs actions,
avant de retourner à la guilde avec l'ensemble de la troupe de héros. Luna demande alors au directeur un téléport forcé. L'homme explique que le coût en monocristal pour une telle opération est énorme et qu'il faut une justification exceptionnelle pour pouvoir l'utiliser. La jeune femme explique donc que le dragon noir, le boss du 92e étage, s'est transporté via un portail capricieux vers un étage beaucoup moins avancé, ce qui signifie qu'il pourrait tomber sur des recrues à tout moment. Le commis à côté d'eux argue qu'une conférence est nécessaire pour prendre une décision de ce niveau. Mais Luna élève la voix et affirme qu'il n'y a pas de temps pour cela, car personne dans le labyrinthe n'a la moindre idée de ce qui se passe. À l'intérieur du donjon, Logan ne veut plus que l'instructeur ne parle que de Caroline. Il demande donc à apprendre lui aussi quelque chose, comme un malus ou une technique similaire. Oran lui rappelle que les malus sont des sorts extrêmement avancés et qu'ils dépendent davantage des attributs de la cible que les buffs. Ainsi, le garçon doit connaître exactement la résistance magique de la cible et ajuster son sort en conséquence. Les boss d'étage, ainsi que les monstres puissants qu'ils rencontreront à partir du 61e étage, seront presque toujours immunisés. En fait, même les aventuriers capables d'utiliser ce type de sort ne le font généralement pas, car ce n'est pas très efficace. Et si Logan veut les utiliser, il devra déterminer la résistance magique de chaque créature des étages profonds. Le garçon se sent complètement découragé par ce coup de froid, tandis qu'Oran insiste. Sa priorité doit être de maîtriser les buffs qu'il connaît déjà et de gagner plus d'expérience. Ainsi, à la place, Oran va lui apprendre à utiliser la magie de manière plus ludique. Lorsqu'il se retourne, Logan voit 2 loups tomber dans un piège magique et se faire transpercer violemment par de puissantes lances. Effrayés, les enfants demandent quand il avait placé ce piège, et il explique qu'il a préparé des pièges tout au long du chemin depuis leur entrée dans le labyrinthe. La leçon est la suivante. Si Logan peut éviter d'être attaqué par derrière, le groupe peut se concentrer uniquement sur ce qui vient de l'avant. Après tout, c'est aussi le rôle de l'enchanteur d'utiliser ces pièges pour contenir les attaques ennemies et créer un terrain favorable pour son équipe. Reconnaissant pour cette leçon, les yeux de Logan brillent alors qu'il comprend qu'Oran est le type d'enchanteur qu'il veut devenir. Enfin, Oran se tourne vers Sophia. À la guilde des aventuriers, il commence le téléport de force, mais il faudra du temps pour rassembler le mana nécessaire au sort. L'un des lanceurs affirme que tout sera de la faute d'Oliver pour avoir laissé la situation se produire, mais Derek et Annalie protestent, affirmant qu'ils n'ont rien fait de mal. Une dispute est sur le point d'éclater, mais le maître de guilde ordonne à tout le monde de se concentrer, car de nombreuses vies sont en jeu. Luna, de son côté, pense qu'Oran pourrait être en danger. Parlant de lui, l'instructeur explique que Sophia doit maîtriser la construction parallèle, c'est-à-dire la capacité à utiliser 2 sorts ou plus en même temps. Une compétence que tout mage de haut niveau doit posséder. Cela semble difficile, mais une fois qu'elle s'y habituera, la jeune fille pourra gérer au moins 2 sorts simultanément, tandis que certaines personnes peuvent en lancer des dizaines. Sophia pensait qu'utiliser simplement la magie de rang spécial suffisait pour être une mage avancée, mais Oran explique que plus il s'enfonce dans le labyrinthe, plus la plupart des monstres ne peuvent être vaincus avec un seul sort de rang spécial, et même en enchaînant plusieurs, cela prendrait trop de temps face à des ennemis plus puissants. C'est là que la construction parallèle intervient. Elle consiste à lancer un second sort, alors que le premier est à peine à mi-chemin, optimisant le temps perdu afin d'attaquer efficacement. Pour autant, un mage ne se définit pas uniquement par ses sorts avancés. Même les sorts plus faibles ont leur importance lorsqu'ils sont utilisés au bon moment. Selon l'instructeur, l'élève est suffisamment forte pour combattre sur les étages intermédiaires. Elle devrait donc demander aux vétérans des Sky Knight Silver Rabbits de lui enseigner certaines choses, par exemple Selma Claudel, sa sœur, qui se montre honnête mais embarrassée à ce sujet. Sophia avoue qu'elle préférerait qu'Oran lui enseigne plutôt que sa sœur. Pensant à la réaction de Selma Claudel lorsqu'il lui dira cela, Oran juge préférable de demander d'abord la permission à Selma. Même ainsi, Sophia est ravie, car sa sœur fait toujours tout ce qu'elle lui demande. Pendant tout cela, le sort de téléportation de force est prêt, mais il doit encore être chargé de mana. Ce n'est qu'une fois cela accompli que la magie pourra réellement être lancée. Parallèlement, le maître de guilde indique que la partie du héros doit vaincre le dragon noir. Derek et Annalie flanchent carrément, surtout après leur dernier combat, mais Luna accepte la mission sans hésiter.
Avant cela, elle fait néanmoins une requête au maître. Pendant ce temps, après avoir ouvert la porte du boss de l'étage, Selma Claudel dit aux nouveaux venus de rester en zone pendant que les escortes gèrent la situation. Ainsi, les aventuriers les plus expérimentés affrontent l'ennemi principal de cet étage, et tout le monde compte sur la réputation d'Oran pour en sortir vivant. Prenant ses responsabilités, l'enchanteur garantit qu'il fournira le soutien nécessaire pour que le combat se termine en quelques minutes seulement, ce qui semble ne pas inspirer confiance à Anthem. Quoi qu'il en soit, tandis que les nouveaux se protègent à l'arrière de la salle, Oran avance rapidement et frappe la cuisse du géant avec son épée, et Caroline remarque qu'il reproduit ce qu'il lui avait enseigné plus tôt, la défense active. Après avoir encaissé le coup, le géant recule de quelques pas et tombe dans un piège magique qui fait. En même temps, Selma Claudel effectue une construction parallèle, lançant plusieurs sorts simultanément, ce que Sophia observe de ses propres yeux pour la première fois. Pendant le combat, lorsque Bernard bloque une attaque avec son bouclier, Anthem profite de l'ouverture dans la garde du géant pour porter une puissante frappe d'épée qui met fin au combat. D'après ce qu'ils ont vu, l'équipe 10 comprend enfin, dans la pratique, tout ce qu'Oran leur avait expliqué plus tôt, saisissant la vérité. En courant vers le grand labyrinthe du Sud avec la partie du héros, Oliver demande pourquoi Luna a demandé au maître de guilde d'évacuer les aventuriers des étages 40 à 51, et elle explique que c'est parce qu'Orundur doit se trouver là. Anneli ne comprend pas en quoi cela concerne le gars touche-à-tout, et Luna répond que la partie du héros est actuellement l'équipe S la plus faible, autrement dit, elle n'a aucune chance de faire face seule au dragon noir. Derrick s'énerve à l'entendre, mais elle reste sur sa position, affirmant qu'il est impossible de combattre sans Orundur pour cette confrontation. Plus tard, face au boss du 50e étage, Selma Claudel laisse l'initiative à Orundur, car si c'est lui qui tranche les pinces du crabe, il ne restera que la carapace pour les autres, leur laissant le temps de tuer la créature et de rentrer pour célébrer. Orundur plaisante en disant qu'elle fait paraître cela facile, mais elle réplique que pour lui, c'est vraiment le cas. Bernard demande s'il va vraiment affronter seul un crabe géant, mais Orundur ne montre aucune anxiété et fonce, utilisant sa capacité d'impact pour détruire les pinces de l'adversaire. Il s'agit d'un sort original créé par l'enchanteur, qui augmente la force, la magie et la dureté d'un équipement jusqu'à 100 fois pour un instant seulement. C'est une sorte de triche qu'il a inventée accidentellement en essayant de résoudre un problème avec sa magie. L'homme se sent un peu coupable de l'utiliser, mais il doit survivre à tout prix sur les étages inférieurs. Ensuite, avec le crabe affaibli, les autres membres de la partie lancent leurs attaques avec les améliorations de Selma Claudel et détruisent complètement l'ennemi. Après la victoire, l'organisateur et chef de l'expédition félicite tout le monde pour leur performance durant ces 3 longues journées, puis annonce qu'il est temps de rentrer chez eux. Cependant, le dragon noir apparaît soudainement dans la salle du boss. Oran ordonne à tout le monde de fuir immédiatement, tandis que les autres escortes, aussi expérimentées soient-elles, tremblent de peur devant une créature d'une telle puissance. Même Selma, connue comme l'enchanteuse la plus talentueuse du royaume, s'efforce de rester calme afin de pouvoir quitter la situation. Réfléchissant à ce qu'il pourrait faire, Oran se souvient que le boss de cet étage est déjà mort, et que si les aventuriers parviennent à dépasser ce monstre et atteindre le cristal de téléportation, ils pourront s'échapper. Le problème, c'est que l'enchanteur est isolé du reste du groupe, et les monstres ont tendance à privilégier les foules. Autrement dit, si l'humain s'enfuit seul, il survivra, mais tous les autres mourront. Il décide donc de rester et de combattre, car son rôle est de protéger les novices, et ce n'est pas le moment de trahir la confiance de tous, même si cela doit lui coûter la vie. Sur ces mots, Oran crie aux autres escortes de faire tout ce qui est possible pour protéger les débutants. Selma reprend aussitôt ses esprits et ordonne à ses subordonnés d'adopter une formation défensive. Anthem et Bernard forment la ligne de front avec leurs boucliers, tandis que Cathy érige un mur magique. Lorsque le dragon libère sa première boule de feu, la barrière absorbe l'explosion avec succès, car au moment précis où l'impact allait se produire, Oran renforce le bouclier avec sa magie d'impact, permettant à tous de survivre à une attaque aussi puissante du dragon noir. Au même instant où Selma soupçonne l'intervention d'Oran, l'homme se précipite vers l'ennemi et l'affronte seul. Après avoir esquivé un coup de griffe, Oran lance une dague vers l'œil du dragon. La créature possède assez de réflexes pour fermer sa paupière avant d'être transpercée.
Mais comme le remarque Selma, l'enchanteur savait que cela arriverait, et sa véritable intention était d'utiliser cette seconde où l'œil de l'ennemi était fermé pour se déplacer dans son angle mort. Et c'est exactement ce qui se produit. Oran bondit vers le cou du dragon noir et assène un coup d'épée combiné à son sort d'impact, provoquant une explosion puissante qui emplit tout l'étage. Malgré tous ses efforts, l'attaque n'inflige aucun dégât au monstre. Cela a peut-être réussi à le surprendre, mais certainement pas à le faire abandonner. Au contraire, il dit aux autres de continuer à protéger les enfants, car il s'occupera seul du dragon noir grâce au plan qu'il a en tête. Sur ce, il met son collier et, à une vitesse fulgurante, attire l'attention du monstre. Le dragon déchaîne des flammes contre lui et attaque de toutes les manières possibles, ce qui inquiète Selma à l'idée de laisser le garçon seul face à cette créature, surtout qu'il est évident qu'il éloigne le dragon noir des novices. Ce n'est pas un adversaire ordinaire, c'est la créature même responsable de la mort d'Albert Sensible, et Selma ne pourrait pas supporter de voir cela se reproduire. Au milieu de tout cela, le monstre crache une boule de feu, et Oran la renvoie grâce à un mur réfléchissant qui frappe la tête du dragon. Les novices de l'équipe 10 restent stupéfaits devant l'incroyable sort utilisé par l'escorte, l'un des sorts qu'il a lui-même créé, une barrière capable de renvoyer tout ce qui la touche. Malgré cela, une fois encore, aucun dégât sérieux n'est infligé, ce qui commence à inquiéter Oran. Quoi qu'il en soit, il invoque plusieurs cercles magiques et les fusionne afin de lancer amplification d'attributs, un sort de haut niveau que Selma connaît bien, capable de combiner les 6 types de magie de soutien simultanément pour augmenter les attributs. Mais même si tout double, elle pense que ce ne sera toujours pas suffisant pour vaincre le dragon noir et elle envisage d'entrer dans le combat. Cependant, à cet instant, Oran lance double amplification d'attributs, puis triple, quadruple et enfin quintuple. Selma voit cela et n'arrive pas à croire qu'il soit possible d'utiliser le même renforcement plusieurs fois, mais l'aura qu'il dégage montre clairement qu'il a réellement accumulé une quantité absurde de puissance. À cet instant précis, le dragon noir abat sa queue dans une attaque fulgurante contre Oran, plongeant l'équipe 10 dans le désespoir. Pourtant, tandis que le dragon cherche sa cible, Oran a déjà bondi derrière lui, grimpant à une grande hauteur et s'agrippant au mur au-dessus. À partir de là, Selma renonce à tenter de comprendre les pouvoirs de cet homme, et il est évident qu'il a déjà dépassé les limites de ce qu'un simple enchanteur devrait être capable d'accomplir. Avec tant de sorts originaux, et grâce à 5 incantations consécutives utilisées à cette fin, Oran a augmenté tous ses attributs, mais il sait qu'il ne peut pas maintenir cela longtemps, puisqu'il utilise en réalité 30 sorts différents en même temps, ce qui épuise l'énergie de l'utilisateur à une vitesse alarmante, et il comprend qu'il doit en finir rapidement. Le lame mage fonce vers le dragon noir et évite un coup de queue grâce à un saut d'une hauteur extrême. Cependant, cela aurait dû laisser le garçon vulnérable à une seconde attaque s'il n'avait pas créé une plateforme dans les airs pour prendre appui, perturbant ainsi la prédiction du dragon noir quant à son point d'atterrissage et poussant la créature à manquer encore une fois sa cible. Cette fois, Oran n'utilise pas de magie, mais une capacité spéciale. Il arrive rarement que certains humains naissent Kihyo, capables d'invoquer des aptitudes supérieures à la moyenne, un autre type de pouvoir différent de la sorcellerie conventionnelle. Et la capacité d'Oran est la convergence magique, qui lui permet de rassembler le mana en un seul point et de le matérialiser. Il peut employer cette énergie pour propulser son corps dans les airs, mais elle lui sert également à bien d'autres choses. Oliver, par exemple, possède lui aussi cette capacité, mais il ne s'en sert que pour attaquer. Lorsque Oran se précipite sur le dragon, il imprègne son épée d'un renforcement de tranchant et d'un renforcement de durabilité, puis frappe le cou du monstre avec sa lame tout en utilisant simultanément le sort d'impact. Cette fois, l'attaque inflige de véritables dégâts, une entaille profonde capable de décider de l'issue du combat. Au même instant, un autre facteur déterminant apparaît, l'épuisement de l'homme. Il commence à se traîner à travers le champ de bataille, tandis que le poids de tous les renforcements cumulés commence à l'écraser. Selma hésite de plus en plus sur ce qu'elle doit faire, car il est évident qu'aucun humain ne pourrait supporter longtemps une telle quantité d'amélioration, sans parler de l'enchantement de son arme et de l'utilisation répétée du sort d'impact par-dessus tout le reste. Lorsque Oran se relève pour retourner au combat, Selma se demande une fois de plus si elle ne devrait pas le rejoindre à ce stade,
même s'il lui a demandé de ne pas intervenir. Au fond d'elle, Selma sait que même les meilleurs membres des lapins d'argent du ciel nocturne ne pourraient pas vaincre cette créature ensemble. Il se pourrait donc qu'elle soit tout simplement inutile dans cette bataille. Au milieu de cette pensée, l'enchanteresse est saisie par un puissant tremblement qui parcourt tout son corps. Elle ne sait pas si c'est la peur, l'anxiété, l'inquiétude ou un mélange de tout cela. Parmi tout ce qu'elle pourrait faire, le choix le plus sûr est de continuer à protéger les recrues, exactement comme Oran le lui a demandé, afin qu'il puisse rester concentré sur le combat. Justement, après avoir esquivé plusieurs projectiles d'énergie, le garçon finit par être touché par l'un d'eux. Cela nous ramène à un souvenir d'il y a plusieurs années, lorsque Oran et Oliver n'étaient encore que des enfants innocents jouant dans leur village paisible. Les habitants y étaient calmes et bienveillants, et les deux garçons avaient été élevés avec soin dans un environnement favorable, loin des souffrances du monde. Cependant, un jour, la pire des tragédies s'abattit sur cet endroit. Quand Oran et Oliver revinrent d'un entraînement à l'extérieur du village, tout avait été réduit en cendres, et les habitants étaient tous morts. Même s'ils n'étaient que des enfants, ils furent forcés d'assister de leurs propres yeux au sommet de l'horreur, quelque chose que beaucoup d'entre nous n'auraient sans doute pas supporté. Évidemment, ils pleurèrent, mais ce qui les distinguait d'un enfant ordinaire, c'est qu'ils ne se contentèrent pas de pleurer. Ils enterrèrent eux-mêmes les villageois et jurèrent, du plus profond de leur cœur, qu'ils deviendraient assez forts pour ne plus jamais laisser quelqu'un leur arracher tout ce qu'ils aiment. À cet instant, Oran et Oliver n'avaient pas seulement l'un l'autre, mais surtout une volonté inébranlable de réparer la perte profonde qui les marquerait à jamais. En se voyant indemne après avoir été frappé par le dragon, Oran se souvient de son serment, devenir un aventurier doté d'une force et d'un savoir suffisants pour n'être plus jamais dépassé par qui que ce soit, afin de pouvoir enfin protéger tous ceux qu'il aime, même face à un ennemi aussi puissant que le dragon noir. En voyant l'épéiste enchanteur survivre, l'équipe 10 se met à célébrer, tandis que Selma reste stupéfaite qu'il soit sorti indemne de la plus terrible attaque du dragon noir. Cette brume violette qu'il concentre, après tout, ce n'est pas un dragon ordinaire. Il est connu comme l'incarnation même de la peur, et son palmarès compte une pile sans fin d'aventuriers morts. Tout ce que Selma espère, c'est qu'Oran ne devienne pas l'un d'eux. D'un autre côté, Oran se rappelle que cette créature avait lancé encore plus d'attaques la dernière fois qu'elle l'avait vaincu, ce qui montre clairement que le dragon noir le sous-estime. Sans en tirer de fierté, le garçon décide d'en profiter plutôt que de s'en offenser. Avançant alors à grande vitesse et zigzagant pour échapper à la brume, Oran s'approche suffisamment pour tirer un bal de feu et porter un coup d'épée sur le cou de sa cible, mais ses écailles empêchent toujours le dragon de subir le moindre dégât. En réponse, le monstre lance plusieurs projectiles de brume sombre, auxquels Oran riposte par une séquence de mouvements d'épée rapides et précis. Cependant, pour éviter que son attaque soit bloquée, le dragon divise le projectile suivant en une multitude d'éclats, rendant impossible à l'humain de les dévier avec son épée. Instinctivement, Oran érige un mur de pierre pour se protéger, mais il devient évident que le dragon augmente sa puissance et sa fureur à chaque seconde, compliquant le combat davantage. Sous une pluie d'attaques, la créature tire habilement un projectile qui boucle pour le frapper par derrière. Mais l'épéiste enchanteur avait été assez perspicace pour préparer un piège de mur réfléchissant, se sauvant ainsi au dernier moment. Sans cligner des yeux, Bernard commente qu'Oran semble suivre le rythme du dragon noir. Mais Selma, malheureusement, n'est pas de cet avis, car il devient évident que l'humain reste sur la défensive. Pour sa part, Oran admet également que la situation est extrêmement compliquée. Après tout, lorsqu'il avait vaincu ce même ennemi auparavant, il était accompagné de 4 autres aventuriers de rang S, dans un groupe organisé où chaque membre jouait un rôle décisif. Ce jour-là, Derek et Luna bloquaient la brume violette, Anneli retenait le dragon avec sa magie, et Oliver était l'arme secrète de l'équipe grâce à Éclair divin. Aujourd'hui, Oran doit remplir tous ses rôles seul, un défi capable de briser la confiance de n'importe qui. Mais il est déterminé, poussé par la promesse qu'il s'était faite enfant lorsqu'il avait vu tous les siens mourir sous ses yeux, et rempli d'une force intérieure qui le propulse en avant. L'épéiste enchanteur charge une nouvelle fois le dragon noir et adopte une posture de défense active, que Caroline décrit à juste titre. De plus, Logan et Sophia remarquent que l'épéiste entraîne le dragon beaucoup plus loin des recrues.
ce qui signifie que malgré la difficulté du combat, Oran place la sécurité des autres avant tout. Au milieu de la bataille, le garçon active une construction parallèle composée d'innombrables cercles magiques qui ripostent contre le dragon. Les mêmes balles de feu utilisées par le monstre, une véritable pluie ininterrompue qui engloutit l'ennemi dans un enfer sans fin. Ceci est le fruit d'une autre de ses créations originales, appelée Augmentir et Répéter, un sort piège qui absorbe le mana environnant et répète l'attaque précédente avec une intensité accrue. Grâce à lui, l'homme est capable de générer des dégâts magiques comparables à ceux d'Annelise, et bien que le dragon parvienne à se libérer des assauts, il reste encore debout. L'humain sait désormais qu'il est capable de terminer ce combat sans l'aide de ses anciens coéquipiers. Avec l'adversaire affaibli, Oran doit maintenant endosser le rôle de l'attaquant, autrement dit le rôle qu'Oliver jouait auparavant. Ainsi, en utilisant sa convergence magique pour absorber le mana de l'environnement, l'enchanteur ne tire pas d'énergie dorée dans sa lame comme son ancien compagnon. Mais d'une manière ou d'une autre, le dragon devra faire face à la puissance de son épée noire. Lorsque le monstre lance un boule de feu, Oran répond avec éclair divin, dissipant les flammes et fonçant vers le cou de la créature. À l'instant où la puissance se rapproche suffisamment, Oran utilise Impact, augmentant massivement les dégâts, ce qui fait tomber un des membres du dragon, séparé de son corps. Cependant, ce n'était pas la tête comme prévu, mais la queue, que le lézard volant a sacrifiée pour protéger son membre le plus important. À partir de ce moment, Oran comprend que ce combat pourrait ne pas être gagné, mais peu importe les raisons qui poussent ce dragon. Il sait aussi qu'il a une raison personnelle pour laquelle il ne peut pas se permettre de perdre, et à cet effet, le garçon est prêt à tout. En vérité, les deux rivaux sont beaucoup plus faibles, mais au lieu de ralentir le combat, cela le rend encore plus intense. D'un autre côté, tout cela a un coût, et Oran finit par perdre tous ses buffs. Rapidement, Selma tente de le renforcer avec une augmentation d'attributs, mais sa magie échoue. Oran bloque lui-même l'enchantement, insistant pour qu'elle se concentre uniquement sur la protection des recrues. Cette fois, Selma comprend qu'elle n'a aucune place dans ce combat. Alors elle s'écarte et laisse le champ libre à Oran, peu importe ce qui arrive. Sans rien retenir et prêt à donner jusqu'à la dernière goutte de sang, le garçon répète l'augmentation quintuple d'attributs pour reprendre l'offensive. Puis il combine choc de foudre avec impact pour frapper le dragon noir, un sort d'une puissance telle que le monstre s'effondre complètement au sol. Même ainsi, la créature se relève et montre encore sa volonté de combattre. Bien qu'affaibli à l'extrême, Oran, lui aussi épuisé, ne peut croire que même cela n'ait pas suffi à mettre fin au combat. Pour aggraver les choses, sa lame se brise après tant de pression constante. Malgré tout, l'humain et le dragon semblent sur un pied d'égalité, malgré l'épuisement de chacun. Lâchant son arme au sol, Oran invoque un cercle magique pour lancer le sort Destruction, créant ce qui ressemble à un petit ouragan d'ombre au sein duquel se forme une grande épée noire. Ce sort converge le mana amplifié au maximum dans la lame, et sa puissance dépasse même celle des magies spéciales. Armé d'un équipement de ce niveau, l'enchanteur crée une série de murs réfléchissants pour se propulser de l'un à l'autre. Ils fonctionnent comme des trampolines, permettant à l'utilisateur de dérouter l'ennemi par sa vitesse. Ainsi, lorsqu'il trouve le moment idéal pour frapper, Oran s'élance dans les airs et utilise augmentation de poids pour tomber du ciel comme une comète sur son adversaire. Une boule de feu est lancée, mais il annule les flammes avec impact, atteignant enfin sa cible. La collision qui suit donne l'impression d'une explosion nucléaire. Puis, lorsque la fumée se dissipe et révèle un Oran épuisé mais vivant, les spectateurs échangent leurs regards anxieux pour des sourires de soulagement, et Oran est immédiatement célébré comme un héros. Pendant ce temps, le groupe du héros venait d'arriver près du grand labyrinthe du Sud et aperçut une lumière de téléportation briller. En s'approchant, ils trouvèrent des novices rassemblés, affirmant avoir été téléportés de nulle part un peu plus loin. Ils tombèrent alors sur le dragon noir vaincu, ce qui laissa toute l'équipe sous le choc. À côté du cadavre se tenait Oran, celui qui avait terrassé la terrifiante créature. Appuyé sur une lame magique noire, il s'en éloigna, et ils le virent se désagréger dans l'air comme du sable emporté par le vent. Inquiète, Luna courut vers son ami en criant qu'il avait besoin de soins. Mais Oran se contenta de toucher son épaule
et lui demanda de s'occuper du reste. Ne comprenant rien à tout cela, Luna commença à soupçonner qu'il avait affronté le dragon noir seul, partageant cette pensée à voix haute. Durik demanda à Oran si c'était bien ce qui s'était passé, mais finit irrité en voyant qu'il était ignoré. Luna exigea que le tank arrête, car il était évident qu'Oran l'avait fait. Il serait donc plus simple que le groupe du héros admette son propre manque de compétences. Furieux de l'audace de la jeune fille, Durik fonça violemment sur elle. Luna ordonna alors à Pixie de s'en occuper. À cet instant, une lueur bleue fila vers l'homme et le frappa d'un affaiblissement qui l'empêcha de bouger. Quand Oliver demanda aux deux de se calmer, la jeune fille libéra son coéquipier, tandis que le chef d'équipe regardait Oran avec colère. Cette nuit-là, dans sa chambre, Sophia commença à rédiger son rapport de mission et comptait y écrire beaucoup sur son compagnon, celui principalement responsable de lui avoir donné le courage d'utiliser son premier sort avancé, pour lui avoir appris la construction parallèle, et surtout pour avoir vaincu seul le tristement célèbre dragon noir. Au milieu de cela, Selma se traîna dans la pièce avec une expression épouvantable et s'effondra sur son lit. Voyant à quel point sa sœur était épuisée, Sophia l'emmena pour qu'elles prennent un bain ensemble, ce qui détendit beaucoup Selma. L'enchanteresse avoua son soulagement de voir sa petite sœur saine et sauve, et la jeune fille répondit que c'était entièrement grâce à Oran. À ce propos, Selma lui demanda ce qu'elle pensait du combat entre lui et le dragon, et la jeune fille répondit qu'Oran s'était montré extrêmement puissant. Selma le savait déjà, mais ce qu'elle voulait comprendre, c'était comment ce type pouvait être tellement plus fort que tous les autres. Sophia déclara qu'elle comprenait la raison, ce qui rendit Selma désespérée de savoir ce qu'elle voulait dire. Après avoir demandé à sa sœur de se calmer, la petite mage expliqua que les mouvements et la magie d'Oran étaient incroyables, mais que tout le reste semblait n'être que des bases, exactement ce qu'il avait enseigné à l'équipe 10 sur la façon dont les attaquants et les défenseurs de l'arrière-ligne combattent. Grâce à cela, elle avait beaucoup appris, mais il restait impressionnant qu'il ait accompli tout cela tout seul. À ce sujet, Selma réfléchit qu'elle pensait ne jamais comprendre le puits sans fond de puissance qu'Oran avait montré. Mais grâce à elle, elle avait réussi à s'en faire une idée, parce que la jeune fille comprenait ce qu'elle voyait à sa manière. Avec cela en tête, l'enchanteresse souligna à quel point sa sœur était incroyable, tout en disant qu'elle-même était l'inverse. Voyant Selma abattue, la cadette la serra chaleureusement dans ses bras et mentionna combien elle respectait le fait que sa sœur ait toujours marché sur ses propres jambes et soit si digne de confiance pour tant de personnes. Un jour, Sophia voulait devenir exactement comme sa grande sœur. Quelques heures plus tard, Oran se réveilla dans son lit avec une douleur insupportable au bras. Alors, il utilisa un sort d'analgésie pour la contenir. Comme il était déjà midi, il pensa à quel point son corps était endolori et fatigué à cause du combat d'hier, après tout. Il avait atteint sa limite, et c'était un pur coup de chance qu'il n'ait pas subi d'effets secondaires pires après avoir utilisé autant de magie. En regardant par la fenêtre, il aperçut Selma, qui monta l'inviter à prendre le thé. À table, elle s'excusa pour le dérangement, mais dit qu'elle voulait simplement savoir comment se portait son partenaire, en forçant une expression agréable. Il répondit qu'il allait parfaitement bien et la remercia d'être venue. Puis, Selma se leva et s'inclina pour dire que grâce à Oran, ils avaient terminé l'expédition sans perdre personne. Oran paniqua et tenta de la convaincre de ne pas s'incliner ainsi, puisque Selma n'était pas n'importe qui. Mais elle répondit que sa position n'avait pas d'importance pour le moment, car il l'avait sauvée, elle ainsi que les précieux recrues. Changeant de sujet, Selma demanda si Oran pouvait se rendre chez le clan du chevalier céleste Lapin d'Argent, puisque le chef voulait rencontrer la personne responsable du succès de l'expédition. Puis, déjà au quartier général du groupe, Vince Prioress entra directement dans le vif du sujet et invita Oran à les rejoindre. Vince voulait qu'il devienne attaquant de première ligne de l'unité 1, la plus puissante de l'organisation, et souhaitait également recommander Oran comme commandant. Surpris, le garçon répondit qu'il était trop jeune, mais le chef du clan répliqua que la force et l'expérience dont il avait fait preuve étaient largement suffisantes et qu'il était sérieux, poli et travailleur, toutes les qualités requises pour devenir commandant. Vince demanda alors si Selma était d'accord, et elle confirma sans la moindre hésitation, ajoutant qu'elle serait ravie de travailler avec Oran pour soutenir le clan. En entendant cette proposition, Oran pensa que n'importe qui l'aurait accepté sans réfléchir, mais il demanda un temps de réflexion.
Malgré son attitude sévère, Vince Briar sourit et lui dit de prendre tout le temps dont il avait besoin. Avant de partir, Vince mentionna que la guilde des aventuriers souhaitait également le voir. Après avoir promis de passer les voir, le garçon quitta le quartier général du clan du Lapin d'Argent, encore incapable de réaliser qu'on l'avait invité à rejoindre un clan aussi puissant. Plus que tout, il pensa au fait qu'il aurait de nouveau des compagnons, ce qui lui rappela cependant son expulsion de son ancien groupe. Par la suite, il passa à la boutique de son grand-père pour lui raconter ce qui s'était passé, et le vieil homme comprit suffisamment la douleur de son petit-fils pour savoir qu'Oran craignait d'être utilisé puis rejeté à nouveau, comme cela avait été le cas avec le groupe des héros. À ses yeux, le mot « utiliser » n'était pas le plus approprié. S'appuyer les uns sur les autres et compenser les faiblesses de chacun, voilà ce qui permet aux gens de grandir. C'est pourquoi il conseilla au garçon d'y réfléchir soigneusement. Après avoir rendu visite à son grand-père, Oran se rendit à la guilde des aventuriers et se sentit intimidé par toutes les personnes rassemblées là, y compris l'ensemble des membres du groupe des héros. À l'autre bout de la table, le maître de guilde demanda s'il était vrai qu'Oran avait vaincu le dragon noir seul, et l'enchanteresse le confirma. Affichant une expression moqueuse, Derek et Anne-Lee l'interrompirent en affirmant que leur équipe avait affaibli le dragon au préalable, ce qui lui avait facilité la tâche. Il renchérit en affirmant que, comme il l'avait déjà dit, la décision la plus intelligente aurait été d'avancer seulement lorsque tout le monde serait devenu plus fort, puisque de nombreuses personnes étaient déjà mortes dans les étages les plus profonds. En réponse, Oliver déclare que c'est précisément pour cela qu'ils ont changé d'enchanteur. Ils pensaient pouvoir continuer avec quelqu'un disposant d'une magie de soutien plus puissante qu'Oran. Oran réplique qu'il n'est pas en colère d'avoir été retiré du groupe des héros, mais de voir à quel point leur chef traite les enchanteurs à la légère. Oliver nie et affirme qu'il accorde tellement d'importance à cette classe qu'il en a invité un autre. Si c'est le cas, demande Oran, pourquoi avoir commencé directement depuis les étages les plus profonds, puisqu'Oliver devrait savoir combien de concentration un enchanteur doit maintenir pendant l'exploration. Oliver répond qu'un enchanteur n'a qu'à s'asseoir dans un endroit sûr et réappliquer les bonus lorsqu'ils disparaissent. Excédé par ces absurdités, Oran se lève et énonce la durée exacte des améliorations du groupe des héros. Oliver réplique qu'il doit justement suivre ce timing pour savoir quand les relancer, tout en donnant des instructions à l'équipe. Puis Oran lui demande quelle partie de cela lui paraît facile. Pendant ce temps, l'équipe 10 marche ensemble dans le couloir du quartier général des Lapins d'Argent du ciel nocturne, inquiète de ce qu'Oran pourrait être en train de faire, se rappelant qu'il n'avait même pas eu l'occasion de lui reparler après l'expédition. Après tout ce qui s'était passé, tous les trois étaient devenus de grands admirateurs de l'enchanteur et aimeraient qu'il devienne membre des Lapins d'Argent du ciel nocturne. Ne voulant pas laisser passer cette chance, ils décident de le lui demander eux-mêmes et partent à la recherche de Selma pour voir si elle sait où se trouve l'instructeur. Justement, l'enchanteresse est assise sur un banc dans le jardin, en train de s'entraîner à la manière dont elle devrait inviter Oran dans le clan, répétant pour elle-même plusieurs façons de formuler ce qu'elle doit dire, même si elle soupçonne qu'il ne voudra plus de compagnons après le traumatisme subi au sein du groupe des héros. D'ailleurs, comme il l'avait clairement montré lors du combat contre le dragon noir en rejetant son amélioration, Oran n'a pas besoin de Selma, et il est bien plus puissant qu'elle. Les trois enfants arrivent à ce moment-là et demandent à l'enchanteresse si elle sait où se trouve Oran, car ils veulent lui demander de rejoindre le clan. Selma avoue qu'elle le souhaiterait aussi, mais explique qu'il n'a pas besoin d'eux, bien au contraire. Il ne ferait que gêner quelqu'un de son niveau. Logan rétorque que tout le monde le sait déjà, mais que lui, personnellement, veut quand même qu'Oran rejoigne le clan, car c'est le seul moyen pour lui d'apprendre à ses côtés, de près. Caroline est entièrement d'accord et peut déjà s'imaginer devenir plus forte rien qu'en y pensant, tandis que Sophia aimerait beaucoup que leur ancien compagnon passe à nouveau plus de temps avec eux. Selon Logan, peut-être qu'ils sont faibles aujourd'hui et qu'ils gênent Oran, mais un jour, ils deviendront plus forts et pourront être acceptés comme ses compagnons à l'avenir. En entendant les enfants, Selma réalise qu'elle aussi pourrait apprendre davantage de lui et devenir plus forte. Elle admet alors qu'elle a été trop dure envers elle-même et leur dit qu'Oran se trouve à la guilde des aventuriers. Ils partent aussitôt en courant. Pendant ce temps, Oran quitte la guilde après cette réunion éprouvante, tandis que ceux qui sont restés commencent à discuter de la pénalité liée à la téléportation forcée,
fatigué et impatient de faire une sieste. L'enchanteur voit les enfants courir vers lui et se précipite immédiatement dans le labyrinthe de ruelles entre les maisons de la ville. Mais courir lui est difficile à cause des blessures physiques subies lors du combat d'hier. En entendant les trois se rapprocher, il invoque des plateformes magiques qui fonctionnent comme des escaliers, les gravit et atteint le toit d'un petit bâtiment, réussissant ainsi à les semer. Lorsqu'il entre dans la boutique de son grand-père en fin d'après-midi, Oran peut encore entendre les trois enfants dehors, mais il les laisse faire. Son grand-père lui demande pourquoi il évite les enfants, et Oran répond qu'il a décidé de ne plus rejoindre de groupe, raison pour laquelle il ne voulait pas les attrister avec cette nouvelle. Le vieil homme rit en voyant à quel point son petit-fils tient clairement à ses enfants. Dans la rue, l'équipe 10 commence à soupçonner qu'Oran fuit parce qu'il ne veut pas rejoindre les Silver Rabbits. Logan et Caroline disent même qu'ils quitteront le clan si c'est le prix à payer pour devenir ses apprentis. Mais Sophia ne veut pas que leurs adieux se passent ainsi. À l'intérieur de la boutique, le grand-père remarque que son petit-fils avait l'air de s'amuser en courant et que ses enfants semblent beaucoup l'apprécier. Le vieil homme comprend qu'Oran cherche simplement un endroit qu'il puisse appeler le sien, mais il lui apprend qu'il n'a pas besoin d'y rester seul. Il peut trouver... À la tombée de la nuit, Oran traverse les champs en repensant à ce qu'il a entendu de son grand-père, lorsqu'apparaît soudain Sophia, venue le remercier d'avoir sauvé tout le monde la veille. Elle lui demande où il était passé, puisque ses amis et elle ont passé tout l'après-midi à le chercher, mais il esquive la question en lui demandant ce qu'elle fait dehors à cette heure-là. Sophia répond que c'est l'un de ses endroits préférés et qu'elle y vient de temps en temps parce qu'il est proche du quartier général du clan. En levant les yeux vers le ciel, la jeune fille remarque que même dans les endroits les plus sombres, la lune continue de briller intensément, et elle a l'impression de gagner une sorte de force chaque fois qu'elle la regarde. Au fait, Sophia explique aussi l'origine du nom Silver Rabbits of the Night Sky. Selon elle, la lune est également appelée le guide de la nuit, ce qui signifie que le but des Silver Rabbits est de devenir des guides pour les aventuriers. En entendant cela, Oran a l'impression d'avoir déjà parlé d'une chose semblable avec quelqu'un il y a longtemps, et l'image d'une jeune fille envahit son esprit. Au milieu de cette sensation, Sophia va droit au but et demande à Oran de rejoindre son clan. L'homme lui demande quel genre d'endroit ce clan représente pour elle, et Sophia répond qu'ils lui ont appris énormément de choses et lui ont offert d'innombrables sourires, et qu'elle est fière de dire que les Silver Rabbits sont sa maison. Ces paroles rappellent à Oran la conversation qu'il a eue avec son grand-père au sujet de trouver un endroit qu'il puisse appeler le sien. Ainsi, tous deux restent plongés dans leurs pensées en regardant de nouveau la lune. Un jour plus tard, l'enchanteur se rend au quartier général des Silver Rabbits of the Night Sky et annonce à Vince sa décision de rejoindre le clan. À cet instant, Selma entre dans la pièce pour féliciter leur nouveau compagnon et lui remettre son uniforme. Peu après, Oran quitte le quartier général entièrement vêtu de l'uniforme du clan et tombe sur les enfants qui couraient partout pour retrouver leur ancien instructeur. Il reste stupéfait en le voyant porter la tenue du clan. Il lui dit qu'il ne resterait pas longtemps, mais elle répondit qu'elle s'ennuyait tellement qu'elle devait absolument prendre le thé avec lui. Assis ensemble, il lui annonça simplement qu'ils allaient se marier, et elle répondit « D'accord, compris ». Son acceptation détachée lui sembla étrange, surtout après avoir entendu qu'elle avait des sentiments pour Aquastide. Aqua était en effet son préféré, mais Heart Knight se trompait. Elle lui dit qu'elle l'aimait aussi. Elle savait qu'on pourrait la juger, mais elle aimait tout dans ce monde ultime. Elle lui répéta qu'elle l'aimait énormément. Oh mon Dieu, c'était vraiment une fille capable de tous les chemins. Il sourit, soulagé, but son thé, puis décida de rentrer pour le moment. Les parents dirent au revoir à notre charmant couple principal. Aqua promit de rendre Tiara heureuse. Tous deux parlèrent de leur bonheur d'être ensemble, et les parents rirent en voyant ces amoureux. Ils allaient malgré tout beaucoup manquer à leur fille. Tiara leur dit qu'après une année de formation nuptiale, elle reviendrait brièvement pour son bal de débutante, et qu'ils pourraient s'attendre à beaucoup de cadeaux venant de Marine Forest. Ce fut un adieu à la fois doux et amer, mais le cœur de Tiara battait comme jamais auparavant. Alors que le carrosse s'éloignait, son père versa des larmes de joie. Tiara, auparavant trop embarrassée, voulait maintenant essayer de capter un peu plus l'attention d'Aqua. Elle posa sa tête sur son épaule. C'était tout ce qu'elle pouvait faire pour le moment. Il posa alors sa tête sur la sienne, lui disant qu'elle était vraiment trop mignonne. Une lettre apparut soudain devant eux.
C'était d'Akari pour Tiara. Elle disait « Chère Lady Tiara, cette lettre utilise la magie la plus puissante que je puisse employer depuis la Tour Blanche. Je vais faire de mon mieux pour être heureuse avec le prince Heart Knights. Alors toi aussi, trouve ton bonheur. » Tous deux trouvèrent les mots d'Akari un peu trop commodes, mais les yeux de Tiara s'écarquillèrent en voyant au bas un ajout en japonais. Akari écrivait également « Si tu perds face à l'héroïne du deuxième opus, je ne te pardonnerai jamais. » Tiara éclata de rire, décidée à garder cette lettre pour se remonter le moral si jamais elle se sentait découragée. Elle jura de ne pas perdre face à l'héroïne de la suite qu'elle n'avait même pas encore rencontrée. Lorsque leur carrosse arriva dans le territoire de Marine Forest, deux hommes observant la scène depuis les airs se demandèrent quel genre de jeune fille Aqua avait ramené chez lui. Le grand maître reçut alors la visite du maître de guilde de la région sud du continent, qui, pressé, lui annonça que 3 jours plus tôt, un aventurier avait vaincu seul le dragon noir dans une zone relevant de sa juridiction. Satisfait, le grand maître estima que cela devrait enfin accélérer la conquête du labyrinthe méridional, tout en remarquant que quiconque affronterait un dragon en solitaire devait être complètement fou. Le maître de guilde répondit que l'aventurier n'avait fait que réagir à une situation d'urgence, puisque la bête volante était apparue hors de son habitat naturel, la salle du boss située au 92e étage. Le grand maître supposa que cela était dû à la disparition de l'Ouest et demanda si c'était Oliver qui avait tué le dragon. En entendant que non, il supposa alors qu'il s'agissait d'Oran, ce qui se révéla exact. Cette nouvelle inquiéta le noble, car si Oran avait été en mesure de libérer une telle puissance, il n'aurait jamais choisi d'affronter l'un des boss des étages profonds. Malgré tout, le grand maître espéra que l'homme n'était peut-être pas revenu à son état d'origine et qu'il avait trouvé un autre moyen de vaincre le dragon noir. Quoi qu'il en soit, il ordonna au maître de guilde de le prévenir immédiatement si quelque chose arrivait à Oran. Le lendemain, au cœur d'une forêt, un groupe d'aventuriers extermina aisément un amas d'ennemis. L'une des femmes trouva curieux que 5 groupes de haut niveau coopèrent ainsi, et un collègue répondit qu'au fond, le résultat restait le même. Un garçon demanda alors à Shion ce qu'il devait faire, et après avoir estimé que de puissants aventuriers ne risquaient pas d'apparaître de sitôt dans le grand labyrinthe de l'Est, elle décida qu'il valait mieux partir. Elle ordonna ensuite à celui qui se cachait de se montrer. C'est alors qu'un messager de Shion apparut magiquement pour transmettre un message du quartier général. Un aventurier assez puissant pour vaincre seul le dragon noir était apparu dans le sud, et cette cible devait être éliminée si le groupe de Shion déterminait qu'il s'agissait d'un ennemi. Le messager explique que, selon le QG, cet aventurier est probablement déjà allié à l'Église. Faute de détails précis, Shion pense que la cible n'est pas Oliver. Elle décide donc que son équipe partira pour le grand labyrinthe du Sud dès que tout le monde sera prêt. Un garçon du groupe fait remarquer que le Sud, tout comme l'Est, est un territoire de l'Église, ce qui signifie qu'ils devront être 2 fois plus prudents, surtout compte tenu de la puissance de cet aventurier. Shion songe que quelqu'un comme elle a peut-être enfin émergé dans le Sud, et qu'elle n'avait jamais voulu s'impliquer dans cette région. Pourtant, elle est la seule capable de gérer la situation. Si c'est réellement ce qui est en train de se produire, le Sud pourrait être conquis aussi rapidement que l'Ouest, et Shion doit empêcher cela à tout prix. Après tout, elle a juré de suivre Oran même après sa mort, et ce sentiment n'a jamais changé, car il était la personne qu'elle aimait le plus. Shion n'a jamais oublié le jour où elle a reçu la nouvelle de sa mort, l'instant où son cœur s'est figé, et pourtant, même maintenant, seule, elle continuera de se battre et ne laissera personne se dresser sur sa route, avançant sans relâche jusqu'à ce qu'elle tue les anciens de l'Église qui ont conduit Oran à la mort. Quant à Oran, il est loué par le chef des Silver Rabbits lors d'une réunion de clan pour avoir risqué sa vie afin de protéger ses compagnons pendant l'expédition, affrontant ce dragon terrifiant. Vince Byers ajoute qu'Oran n'est pas seulement puissant physiquement, mais qu'il était aussi l'unique responsable de la gestion et des opérations du groupe des héros. Pour cette raison, le jeune homme est promu en cet instant commandant des Silver Rabbits du ciel nocturne, prenant le poste autrefois occupé par Albert, mort en combattant le dragon noir autrefois. Les mains de Selma Claudel tremblent rien qu'à l'évocation du nom de son ancien compagnon, tandis que Vance rappelle à tous que la promotion doit être approuvée par au moins les 2/3 des commandants actuels, puis ouvre le vote. Cependant, un homme assis à la table demande la parole avant que le scrutin ne commence. Une fois l'autorisation accordée,
il parle du nouveau venu, expliquant qu'il a déjà montré un potentiel remarquable et qu'il est recommandé, mais il se demande si Horan est prêt à donner sa vie pour le clan. Car une fois qu'il deviendra commandant, ses actions changeront la vie de nombreux membres, et pour ceux qui appartiennent à cette organisation, cela signifie tout. Ils doivent donc être sûrs que le nouveau commandant a le même niveau de compréhension à ce sujet. En réponse, Horan comprend le sentiment de l'homme, mais en se rappelant la tragédie brutale qu'il a vécue dans son enfance et le serment qu'il ne pourra jamais rompre, il décide qu'il ne le fera pas et répond qu'il n'est pas prêt à donner sa vie pour le clan. Indigné, une autre personne présente souligne que cette déclaration non seulement disqualifie Horan en tant que commandant, mais aussi en tant que membre de l'organisation. Le premier homme veut savoir ce que le garçon fait même ici, et il répond qu'il veut protéger les personnes auxquelles il tient et qu'il s'est préparé pour cela depuis qu'il a accepté de rejoindre le groupe. Ces personnes, il les protégera, même s'il doit donner sa vie pour les garder en sécurité, y compris tous les membres des Silver Rabbits. Cette réponse convainc ceux qui doutaient de la loyauté du nouveau venu. Et avec la situation calmée, Vince Byers lance le vote. En quittant la réunion, Selma Claudel admet qu'Horan lui a fait peur, et il répond que c'est simplement sa manière d'être. Quoi qu'il en soit, elle emmène maintenant son amie rencontrer les membres de l'unité 1, où tout le monde est impatient de faire sa connaissance. À ce moment-là, une fille s'approche du duo pour leur parler. Selma la présente comme Estella, du département de gestion, en espérant que le nouveau commandant pourra former les membres. Elle demande un petit coup de main pour un nouveau groupe qui nécessite un entraînement, sachant que son amie est capable de le faire. Selma rejoint Estella pour renforcer sa demande. Il demande si cela n'interférera pas avec la question concernant l'unité 1, mais Selma lui assure que tout va bien, car maintenant il aura plus de temps que lorsqu'il faisait partie du groupe de héros. Les Silver Rabbits ne passent pas de jours consécutifs dans les donjons. En fait, Estella leur rappelle qu'il est interdit de rester plus de 3 jours, et Horan est impressionné par les conditions de travail offertes sur place, donc il accepte le défi. Reconnaissante, Estella promet d'envoyer les documents très bientôt, puis s'en va. Ensuite, Selma conduit le commandant à l'unité 1, où il est accueilli comme un véritable tueur de dragons. À en juger par l'apparence des membres de cette équipe, il ne comprend pas comment ils peuvent être l'unité la plus forte du clan. La plus âgée du groupe, âgée de 24 ans, se présente sous le nom de Rain Hugwell, une magicienne qui se considère comme la grande sœur du nouveau venu, et lui demande de venir la voir s'il a besoin de quoi que ce soit. Pensant que le garçon fixait sa poitrine, elle se couvre le corps avec les bras et lui demande s'il les trouvait petites. Horan répond qu'elles sont plutôt grandes, les robes qu'elle porte. Après elle, Lucretia se présente, une soigneuse de 18 ans qui demande à être appelée Lucre. Elle fait ensuite remarquer qu'il est temps pour l'irresponsable Will de se présenter. Agacé par la jeune fille, Wilk Savory déclare qu'il est le défenseur de l'équipe et qu'on peut l'appeler Will. Puis, Selma se présente de nouveau par simple formalité, s'identifiant comme enchanteresse et chef de l'équipe. Enfin, Horan décline son nom à tout le monde, précise qu'il a 18 ans, qu'il est un combattant de première ligne et qu'il espère pouvoir faire de son mieux pour atteindre le niveau de ses camarades. Will plaisante en disant qu'il occupait le rôle d'Albert jusqu'à présent, alors il souhaite bonne chance au gars qui va prendre sa place. Remarquant que le nouveau venu est trop formel, Selma lui dit qu'il n'a pas besoin d'être comme ça. Horan ne comprend pas pourquoi, alors Lucre explique que tout le monde a à peu près le même âge et qu'elle-même ne parle pas de façon formelle, donc tout va bien. Changeant de sujet, Will brûle d'envie de savoir comment diable ce type a réussi à vaincre le dragon noir. Horan hésite, alors Selma lui dit qu'il n'a pas besoin d'en parler s'il ne le souhaite pas, mais il décide qu'il est important de partager ce genre d'informations avec ses coéquipiers. Ainsi, Horan explique qu'il a réussi à abattre la bête en grande partie grâce à 2 sorts originaux. Le premier s'appelle Impact, capable d'augmenter l'effet d'un équipement ou d'une magie jusqu'à 100 fois. Le second est un sort utilisable plusieurs fois pour accroître les capacités au-delà de ce que peut faire une magie de soutien ordinaire. Par exemple, contre le dragon, il l'a utilisé 32. Lucretia et Rain restent stupéfaites par sa déclaration, et il explique que l'inconvénient est que cette technique ne peut être utilisée que sur lui-même, et que l'amélioration est si puissante que son corps ne peut pas la supporter longtemps. Comme le combat contre le dragon noir a duré assez longtemps, Horan en est sorti gravement blessé. Lucretia demande alors si le nouveau venu pourrait occuper d'autres positions puisqu'il est si fort, et il admet que,
Quoi qu'il fasse, il ne peut utiliser que des sorts de niveau intermédiaire, même s'il est capable de créer une magie originale. Il n'a aucune idée de la raison, mais cela le dérange énormément. Malgré tout, même s'il ne peut pas utiliser des pouvoirs avancés, ses sorts originaux l'ont magnifiquement aidé, donc on ne peut pas dire qu'il soit inutile. En entendant cela, Rain reconnaît les efforts du nouveau venu et commente qu'elle espère pouvoir, elle aussi, un jour utiliser des sorts du plus haut niveau. Lucretia demande alors au garçon s'il possède des capacités spéciales, et il répond que oui. Ainsi, on souligne qu'il y a désormais 3 membres dans le groupe dotés de capacités spéciales. Mais Selma pense qu'il vaut mieux qu'Oran le constate en pratique lors d'une expédition qu'elle organise pour le lendemain dans le grand labyrinthe du Sud, afin d'aider l'équipe à se synchroniser avec le nouveau membre. À ce propos, Will trouve que ce serait une bonne idée d'organiser une fête de bienvenue pour leur nouveau coéquipier, et Selma est tout à fait d'accord. Se grattant la tête en parlant de l'expédition, Oran avoue qu'il a fini par perdre son arme pendant le combat contre le dragon, donc il devra en acheter une autre s'il veut continuer à explorer. Cela inquiète ses camarades, car Oran met habituellement des jours à obtenir un nouvel équipement, mais il les rassure en disant qu'il va bien. Comme son arme est standardisée, il peut simplement en racheter une. Cette information alarme encore plus ses compagnons, car ils étaient persuadés qu'une personne possédant un tel niveau de puissance aurait une arme incroyable faite sur mesure. Mais Oran explique que son équipement faisait très bien l'affaire jusqu'à présent, et qu'il peut aussi utiliser une magie de soutien pour renforcer la lame et ce genre de choses. Après tout ce qui a été dit, Rain se lève et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Oran est un atout majeur des Silver Rabbits, et qu'il ne peut donc pas se montrer avec un bibelot bon marché acheté en boutique. D'ailleurs, lorsque l'unité descend voir Eren le forgeron et lui apprend que le tueur de dragons utilisait une arme standardisée, l'homme est horrifié et surpris que le garçon ait survécu aussi longtemps. Gêné, celui-ci explique qu'il a longtemps été lanceur de sorts sur le champ de bataille, donc son arme n'était pas si importante. Mais quand Rain s'est mise en colère contre lui, Oran a compris que, maintenant qu'il fait partie de l'unité 1, il lui faut un équipement digne de sa position. Pour cette raison, Oran demande à Eren de lui forger une épée, et Will commente qu'Eren n'est pas seulement le forgeron exclusif des Silver Rabbits, mais aussi le meilleur qui soit, donc la qualité sera exceptionnelle. L'artisan le remercie pour le compliment, mais leur rappelle qu'il y a un problème. Pour forger une arme de haut niveau, les matériaux doivent provenir des étages profonds du grand labyrinthe. Dans ce cas, Oran utilise son inventaire et déverse une grande quantité de ces matériaux sur le comptoir, laissant tout le monde stupéfait. Selma demande pourquoi il possède tout ça, et il répond qu'il les avait stockés depuis l'époque où il faisait partie du groupe du héros, sans jamais les utiliser. Ravie devant les griffes de griffon et les crocs de manticore, Lucretia aperçoit ensuite une écaille de dragon noir et entre en état de choc, tout comme le reste du groupe. Oran comprend qu'ils sont certainement traumatisés, car l'un de leurs compagnons est mort face à cette créature. Se sentant coupable d'avoir rouvert cette blessure, il s'excuse. Mais Rain affirme en réalité qu'avec cette écaille, il sera possible de fabriquer une arme impressionnante. Oran suppose qu'elle essaie simplement de masquer sa tristesse. Pendant qu'Eren annonce qu'il utilisera ce matériau comme ingrédient principal pour l'arme et demande ce que le client souhaite y ajouter, Oran s'inquiète que leur rencontre avec le forgeron prenne trop de temps et les empêche d'avoir la fête qu'ils avaient prévue. Mais ses coéquipiers se montrent compréhensifs et veulent que leur camarade commande la meilleure épée possible.